Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors si j'en crois vos messages, vous avez vraiment aimé l'épisode avec Alexis. Il est vrai que c'est toujours un grand plaisir de pouvoir découvrir l'histoire d'un passionné. Comment tout cela est né ? Par quelles étapes il est passé ? Comment son esprit critique et son œil se sont forgés ? Et puis, toutes ces histoires font toujours terriblement écho avec notre propre expérience, vous ne trouvez pas ? Encore merci à tous ceux qui prennent le temps de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je ne peux remercier tout le monde un par un, mais sachez que je lis chacun de vos messages et commentaires et qu'ils représentent beaucoup pour moi. Aussi, je peux parfois mettre un peu de temps, mais au final, je réponds toujours. Et maintenant, place à l'épisode 66. Cette semaine, je reçois Charles, le fondateur du blog Mon Petit Horloger, un média passionnant pour qui veut en apprendre davantage sur l'horloge, de manière très accessible et sans détour. Mais vous connaissez déjà, très certainement. Charles et moi avons adoré cet échange dans lequel nous évoquons non seulement le blog, mais aussi sa seconde casquette, à savoir celle de brand manager pour la marque de montres Gustave et compagnie. Une marque différenciante, notamment grâce à son concept de lecture mono-aiguille. Enfin, dans cet épisode, Charles nous confie la genèse de sa passion, son évolution et ses conseils pour qui veut constituer ou étendre sa collection. Le tout, comme d'habitude, saupoudré d'anecdotes. Bref, du dense, du passionnant comme on aime. Je suis sûr que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons eu à l'enregistrer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui les amis, sur DMEV, sur Démontrez-vous, je reçois un confrère, devrais-je dire ? C'est un peu ça, ouais. En tout cas, quelqu'un qui, comme moi, a décidé un beau jour de partager sa passion sur les médias. Et rien que pour ce point commun, je suis hyper heureux de faire cet épisode avec lui. Il s'agit de Charles, créateur du blog Mon Petit Horloger, que beaucoup d'entre vous connaissent et suivent déjà. Tu y parles actu horlogère, revue de montres, mais aussi, et ça j'adore, tu conseilles les amateurs, et ça j'ai trouvé ça très cool, dans leur choix, que ce soit en vintage ou en neuf. Bonjour Charles. Hello à tous, bonjour, ça fait trop plaisir d'être là. Comme je disais à l'instant, c'est vraiment hyper cool de partager ce moment et ensemble. Et l'échange, je pense, va être riche et passionnant, j'en suis certain. On va également parler de la deuxième casquette que tu as, si tu veux bien, dans un deuxième temps, ton rôle de brand manager pour une marque très singulière. J'ai nommé Gustave et compagnie. On est d'ailleurs dans les locaux de Gustave et compagnie. Tout à fait. De rue Bénard, Paris 14. Et on est bien là, c'est beau hein, d'ailleurs. C'est très sympa, on est content d'être là, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. C'est vraiment beau. J'invite pas que les Parisiens d'ailleurs, mais ceux qui sont aussi, qui font une halte à Paris pour venir voir, donc dans le 14e, en plus c'est très accessible. Quand vous arrivez de Montparnasse pour les gens du Sud, c'est encore plus simple, c'est à côté, quasiment à pied. Alors on va dire un petit coup d'Uber, un petit coup de métro et c'est rapide. Mais venez voir ça, comme ça vous pouvez voir la collection. Mais c'est très très chouette ce que vous avez fait, vraiment, vraiment bravo. Ça te va comme programme ? Super, hâte. Eh ben écoute, c'est bien cool. Mais avant, on va faire comme classiquement dans Démontrez-vous. Je vais te demander de te présenter, Charles, s'il te plaît. Let's go, c'est parti. Première fois déjà, donc merci de m'accueillir ici. Premier podcast pour moi. Écoute, Charles, 28 ans, bientôt 29. Wow. La semaine 28 prochaine. ans et demi. 28 ans, 3 quarts. Non, mais c'est ça. Écoute, passionné d'horlogerie depuis maintenant un bon bout de temps. J'ai une dizaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai fait un parcours très atypique, parce que des fois les gens ils se demandent mais comment tu es arrivé ou par exemple à bosser dans l'horlogerie. J'ai beaucoup de questions comme ça des fois. En fait, il y a des questions avant, il est trop fort. Non, c'est parfait, je te laisse dérouler, au contraire, c'est génial. Ok, tu me dis. Non, et du coup, les gens me demandent souvent ça, et vraiment, mais c'était pas prévu du tout. Ouais. Et du coup, DUT, etc. Plutôt marketing com, presque un peu tech, tu vois, dev. Mais on sent quand même l'affinité que tu as avec tout ça. Dans tes médias, globalement, on le voit. Exactement, quand tu vois l'Insta, le site, etc., que j'ai tout réalisé. Ouais. C'est vrai que c'est grâce à mes études, grâce à tout ça, grâce au début. Donc DUT, après, qu'est-ce qu'on a eu ? Une vie un peu
de l'autre côté du globe. Enfin, je peux comprendre. Une bonne année, plus d'une année en Thaïlande. On pourra en parler parce qu'il y a des trucs très très cool, des anecdotes. Dijonnais d'origine. Exactement, Dijonnais d'Aulois même. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un poil à côté. Ouais, d'accord. Jura, mes études à Dijon, ensuite Thaïlande. Chiang Mai, ensuite revenu. Sans palier de décompression. Ouais, c'est ça. Et après revenu. C'est quand même. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Mais on est quand même bien. Moi, je suis content d'être en France. Donc, et Thaïlande, tu reviens ensuite. Tu restes combien de temps en Thaïlande ? Je suis resté un peu plus d'un an en Thaïlande. Pour les études, études, taf, c'était un peu lié. C'était une sorte d'alternance là-bas. C'était très très cool. Toujours dans le web. Dans le web, dans la création de contenu. Et digital, on va dire. Ouais, voilà. Pour rester large. Exactement. Et ensuite, retour à Lyon. Poser l'ancre à Lyon pendant un peu plus de 2 ans, 3 ans. D'accord. Et Paris maintenant depuis un peu plus de 2 ans. D'accord. Donc voilà, en tout cas le parcours global. Ouais, c'est pas mal ça. Comment je suis là avec toi aujourd'hui. On va en parler de toute façon justement. Oui. Ça qui est intéressant, ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois, quand je reçois des invités, en fait, ce qui t'arrive aujourd'hui n'était pas prévu. C'est-à-dire, la vie que tu as aujourd'hui, si on t'avait dit ça il y a 2, 3, 5 ans, tu aurais dit what the fuck en fait. Non mais pas du tout, mais totalement. Et c'est ça qui est génial. Et c'est, tu sais, dans des moments, je sais pas si ça te le fait, moi quand parfois tu stresses pour des trucs ou tu penses à des trucs, tu dis mais en fait, de toute façon, ça ne se passera jamais comme j'ai prévu. Non, mais c'est totalement ça. Ça sert à rien de prévoir, de vouloir avoir le contrôle ou quelque chose, parce que c'est clairement pas ce qui se passe. À chaque fois, c'est totalement différent. Exactement. Mais on est toujours. Moi, je suis refait d'avoir eu un autre parcours totalement différent. Et dis-toi que même pour l'anecdote, j'ai commencé par faire médecine. Oh putain, oui. Et alors ça, on en a même pas parlé, mais j'ai vraiment, avant tout ça, j'ai fait 2 ans de médecine. Et 2 fois la première année ? Le classique. Normal, le classique. Hein. C'est soit c'est en droit, soit c'est en médecine en général. Ça, là, le doublé. 2 fois la première année à Besançon. Donc quand même, tu vois, il y avait un truc. Il y avait un truc. Du côté de Besançon. Et échec cuisant. Et ensuite, du coup. C'est parce que t'as rien foutu ou parce que ça t'intéressait pas ? Non, franchement, j'ai quand même pas mal bossé, mais c'était tellement dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Ouais. Donc, non, mon chapeau à tous ceux qui ont réussi, mais c'est super dur. Ouais, c'est clair. Et avec du recul, heureusement. Trop bien. Mais non, mais oui, c'est souvent comme ça. Heureusement, au final, que j'ai pas réussi. Ouais. Parce que à ça, et c'était niette, quoi. Et finalement, tu regrettes pas. Non, pas du tout. Bien maintenant. Ouais, je suis trop heureux, franchement. C'est tellement différent de faire les choses que tu aimes, en fait. Exactement. C'est de réussir, parce que c'est pas facile des fois, mais de réussir. Tout le monde se dit ouais, je vais faire ça, je vais faire un truc que j'aime, c'est pas si facile que ça. Et là, de me lever le matin et de vraiment me dire putain, ça y est, et pourtant je suis relativement jeune et j'ai réussi. Tu vois, j'arrive à me dire putain, je suis refait de taffer, de me lever le matin, d'aller où je vais, donc c'est trop bien. Ouais. La fameuse différence entre réussir dans la vie ou réussir sa vie. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est vraiment, tu te lèves le matin et t'es content du truc. C'est ça. C'est cool. Et dans tout ça, les montres, ça a démarré comment alors ? Alors les montres, ça a démarré. Il y en a, c'est marrant, tu vois, quand j'écoute même tes podcasts ou d'autres histoires, il y en a, ça a démarré super tôt des fois. Ouais. Genre vraiment, ils étaient petits. Souvent, il y a eu un tipping point, vraiment un truc. Ouais. Tu sais vraiment le truc qui a déclenché. Ouais, voilà. Ça a été ça. Ça a été un peu ça. Ça a été quand j'étais un peu plus jeune, on va dire une 15aine d'années. Où mon père, tu vois, était pas spécialement dans les montres. Il avait plein de montres, pas spécialement de la mécanique ou des choses comme ça, mais il avait pas mal de montres. Il avait bien changé de montre, il en portait pas mal. Et un jour vraiment, on rangeait dans le bureau et tout. Et là, bam, il ouvre un tiroir. Donc ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité. La fameuse montre du tiroir du père ou du grand-père. C'est ça. Et là, il y avait 2-3 breloques et tout. Et il sort une vieille Lip avec un cadran un peu lin, tu sais, effet lin, là, très bien. que j'adore sur certaines Rolex d'ailleurs. Ouais. Et exactement. Et du coup, il me sort ça et il me dit tiens, tu peux prendre ça. C'était une montre de mon grand-père du coup. Ouais. Et il me dit il y a pas de pile. Et c'est juste là où compris en fait, il faut changer la pile. Mais ouais, je me suis dit il y a pas de pile. Bon bah on va changer, c'est pas grave. Mais je trouvais la montre forcément un peu rétro, boîtier. Enfin, elle avait vécu, hein. Bracelet défoncé. Une Lip de la belle époque ou une Lip une Lip de la belle époque. Non, pas de l'abonnement au magazine AliExpress. Non, de la belle époque, vraiment pile l'époque d'avant. Ouais. Et du coup, je regarde ça, on l'ouvre ensemble, et c'est là que je vois qu'il n'y a pas de pile et qu'il y a le rotor, etc. Il y a un moteur. C'est ça. Il y a un moteur dans le. C'est quoi ? Il y a un moteur. Et c'est vraiment là que je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi cette dinguerie ? Ouais. Et je me souviens depuis ce jour-là, j'avais un petit peu lâché en mode bon, ok, cool. Mais après, je me suis rappelé de ça et je me suis vraiment dit, j'ai retrouvé cette montre. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fou parce que ça, c'est infini, quoi. Ouais. Et c'est ce que me disait mon padré, tu vois, il me disait, pas besoin de pile.
juste tu la portes et ça va durer. La preuve, il l'avait encore et elle fonctionnait encore. On l'a même pas fait réviser. Hein. Ouais, c'est assez fou. Tu sais, même ça, c'est toujours frappant. Tu la sors du tiroir et la trotteuse commence à bouger direct. Ouais, c'est ça. Tu mets 2-3 coups de masse et fou, enfin de masse. Si tu mets des coups de masse, ça va pas tourner longtemps là. Non, tu fais tourner. Ne suivez pas tous ces conseils sur le blog et sur la chaîne Instagram parce que j'ai fait le mouvement. Tu l'as vu. Tu fais tourner un peu le rotor, pardon, et où tu la remontes et effectivement quand l'aiguille repart. Carrément. Et que tu vois que même là, moi je connaissais un peu les montres, mais rapidement les montres à quartz. Et que là, je vois pour la première fois une aiguille qui bouge différemment. L'aiguille de l'auto, c'est vrai. Du mécanique, qui semble glisser. Alors même si elle glisse pas aussi bien que sur certaines Seiko, mais déjà tu vois pas l'aiguille de quartz. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, chelou ça. Et après, là, amoureux en vrai. C'est beau, hein. Ouais. Tu vois, c'est la première fois. Et quand tu vois que tu l'emmènes en révision, elle revient et le mec, théoriquement, alors faut pas la réviser tous les 20 ans, mais théoriquement, elle est repartie pour 20 ans. Ouais, c'est ça. Je dis bien théoriquement. Hein. Ouais. Parce que sinon, il va me dire, tu dis quoi? Il faut faire la révision tous les 20 ans. Non, ça dépend des modèles. Mais voilà. Mais en effet, c'est fou. Et ça me permet de faire une petite digression, mais c'est vrai que certains sont contre les fonds saphir, etc. Mais je trouve que les fonds saphir ont permis à beaucoup de gens de s'éveiller à ça et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Entièrement d'accord. Et de finalement éveiller sa connaissance, sa curiosité en disant il se passe quelque chose à l'intérieur, ça bouge, ça palpite, il y a un truc et on va essayer d'aller plus loin. Ouais, tu vois le spiral, tu vois que ça bouge, c'est hyper intéressant. Et après moi fond saphir, je suis hyper fan des fonds saphir, mais je trouve que en fait, c'est ça. Demain tu fais une plongeuse, bien évidemment que tu vas pas claquer un fond saphir, bien sûr. Mais tu fais une dress watch, un truc un peu sympa, c'est toujours vraiment cool de voir le mouvement. Si le mouvement est un peu cool, si t'as fait une masse oscillante. Voilà, vous avez fait une masse oscillante en plus avec des petites on a fait un parle sympa, petites choses qui sont gravées sur la masse, c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Ouais, je suis content de ça. C'est des petits détails. On essaye à notre niveau parce que des fois, refaire une masse, refaire vraiment tout un truc, c'est vite, ça peut être vite très cher, tu vois. Donc là, à notre niveau, on a voulu pimper la masse et on. Mais vous n'êtes pas contenté d'écrire juste Gustave et compagnie. Non, voilà, exactement. On revient un petit peu sur la genèse de mon petit horloger. Oui, c'est vrai. Du blog. Il a quel âge ce blog? Alors le blog, tu sais qu'il a eu 2 vies. Et c'est marrant parce qu'on va en parler avec la Thaïlande. Première vie. Je suis en Thaïlande. Je termine un petit peu là-bas mes études et je suis en train de taffer dans une agence spécialisée en motion design, référencement, etc. Moi, j'avais plus un profil un peu créa, mais il y a un truc qui me manquait. Maintenant, je savais gérer ma suite, Adobe, bosser, faire mes visuels et tout. J'avais besoin de savoir un peu comment mettre en avant tout ça. Donc, la rédaction, le référencement naturel, un petit peu ces petits trucs. L'avant IA, quoi. Ouais, quand même. Non, l'IA, on va pas se lancer là-dessus. Tu sers plus à rien, Charles. Je suis désolé de te le dire. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Non, j'étais là-bas et me prend l'envie vu que j'étais là déjà à l'époque un peu passionné de montres et tout, me prend l'envie de créer un blog. Il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Je crois qu'on est en 2016, d'accord. 17. Ouais, okay. Il y en avait quelques-uns, hein. Mais tu vois, maintenant, il y en avait, mais il y en a un peu plus maintenant. Pour certains, c'était quasiment un journal intime public, quoi, tu vois. C'était vraiment ça, quoi. Et c'est un peu comme ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai fait ça comme ça. J'ai lancé, souvent, c'est par des amis qui te disent, putain, mais toi, Charles, tu kiffes les montres? Ouais. Je vais acheter une montre pour ma sœur, ou je vais acheter une montre pour, je vais me marier ou machin. Et on me demande des conseils. Et là, je me dis, putain, mais ça se trouve, ils sont 15 000 à se poser les mêmes questions. C'est ça. Donc, pourquoi pas juste faire un truc où moi qui kiffe ça, je kiffe rédiger là-dessus. Ouais, c'est ça. Je fais un blog, une sorte de blog. Et 10 ans avant, les mecs faisaient un MySpace, quoi, tu vois. Donc... Exactement. Non, mais c'est ça. Et forum, etc. Grave. Et du coup, je lance ça, je cherche un nom. À l'époque, c'était la mode. Les petits quelque chose. Les petits lunetiers, les petits bidules, les petits. Et non, et là, le mec est pas petit en plus, hein, donc. C'est vrai, ça. Mais je me dis, je cherchais un truc pas spécialement anglais, je trouve ça ferait un peu too much et tout, donc je pars sur mon petit horloger. Voilà, un truc un peu. C'est un peu sympa, copain. Ouais. Donc je lance ça et je rédige un peu les premiers articles. Je me souviens, le tout premier article, c'était, parce que je suis un grand fan, c'était Les montres de James Bond. C'était vraiment, je crois que c'était un des premiers articles. Et après, ça a été comment fonctionne une montre auto, etc., etc. Je lance ça. Je suis en Thaïlande. Je le fais un peu sur mon temps libre quand je peux. Ouais. Et petite anecdote, s'il écoute le podcast, je lance ça presque en même temps que Théo du Calibre. Ah, trop bien. Avec qui j'étais en Thaïlande, en fait. Et on se rencontre en Thaïlande. Sérieux? Je te jure, on se rencontre en Thaïlande tous les deux. Il bossait avec moi. Il était mon manager. Sans déconner. Je te jure. Incroyable. Il m'a appris le référencement, il m'a appris plein de choses. On a vraiment bossé ensemble pendant un bon bout de temps, c'était très très cool. Et on discute lors je crois, d'une séance de Muay Thai.
On était en train de taper une séance et on discute de ça. Je lui dis que moi, j'ai envie de lancer ça. Et lui, en même temps, avait lancé déjà un peu avant le Calibre. Et du coup, bah voilà, anecdote, franchement. Ah, c'est marrant, ça, c'est cool. Ouais, c'est assez drôle. Et après, bah, lui a dès le début lancé à fond le Calibre qui, bah, maintenant est ce qu'il est. Donc, super, avec son blog, sa chaîne YouTube, etc. Et moi, quand je suis rentré de Thaïlande, j'ai abandonné un peu mon petit horloger. C'est pour ça qu'il y a eu cette première vie où j'ai eu quelques articles et il y avait un design assez sommaire, très simple. Et la vraie deuxième vie, mais je pense comme beaucoup de personnes ont pu saisir un peu cette opportunité, ça a été le confinement. Ouais. Du temps à tuer, à rien faire, à être chez soi. Énormément de gens en fait ont changé de vie ou ont ça. accentué ce qu'ils voulaient faire pendant le confinement. Exactement. Et donc j'avais ce projet dormant et cette passion. Et là pour le coup j'avais déjà commencé à bien étoffer ma collection de montres mécaniques, etc. Et je me dis bon, mec, t'as du temps, tu vas pas rester devant la Play ou à mater des séries. Donc je me suis relancé à fond dessus. Et là, bah, c'est là que ça a vraiment commencé à bien prendre. Et design, etc., retravailler les posts, comment je veux communiquer le truc, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce que j'ai envie de traiter. Même encore maintenant, je testais énormément de choses. Et parfaitement en phase avec les attentes, puisque c'est à ce moment-là que la vente en ligne a explosé parce que les mecs devaient bien trouver des alternatives pour vendre des montres. Exactement. C'est là que des mecs ont planché sur des concepts. Enfin, vraiment, donc t'étais parfaitement aligné avec le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et très vite, tu sais, quand tu suis un peu ton trafic et que tu regardes un peu, même si j'aime pas, je suis pas trop chiffre, tu vois. J'aime pas. Ouais, mais c'est intéressant de voir la progression quand même. Oui, c'est très bien de voir la progression, mais tu vois, j'aime bien. Tu sais, il y a beaucoup de marques qui peuvent être. On veut du traf, mais vraiment le plus important, je le vois maintenant, c'est vraiment la qualité. C'est l'engagement et la progression. Pour exactement, moi. Progression, qualité d'audience, etc. Voilà. C'est hyper important. Même si le mec a une petite audience, mais qui progresse chaque mois. Mais c'est ça. Et qui a surtout un commitment, c'est vraiment un engagement de la part des auditeurs. Exactement. C'est ça qui compte. Exactement. Vous avez des chaînes sur d'autres supports ou sur des TikTok par exemple où l'engagement est très mauvais. Mais oui. Alors ils ont des dizaines de milliers, voire des millions pour certains de followers. Mais en réalité, c'est des watchers qui font rien de plus, qui regardent ça passivement, qui sont absolument pas des acheteurs, etc. Alors, je fais une grosse maille, mais non, mais c'est ça. Souvent, c'est des gens qui une petite ils regardent la vidéo, c'est marrant, engagés que réellement une grosse communauté. Et bah c'est ça. Et du coup, j'étais très content de voir la progression du blog. Tu vois, au début, j'ai fait 5000 visiteurs ce mois-ci, il y a 5000 personnes qui sont venues lire les articles. Il faut toujours visualiser. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'avais démarré le podcast, on me disait, mais attends, s'il y a X milliers par exemple, visualise ce que c'est. Et tu visualises la taille d'une ville, par exemple, que tu connais. C'est énorme. Tu as une ville de 5000 habitants, bah, tu dis c'est la ville entière qui a chacun écouté mon truc. Voilà. Après, c'est 10 000, 15 000, ce que tu veux, mais voilà. Et ça, c'est énorme. Tu remplis un concert, ce que tu veux. Tu visualises comme tu veux. Il faut toujours se projeter. Évidemment. Ce sont des vraies personnes, parce que les chiffres peuvent paraître un peu voilà, on n'arrive pas à mettre des mots derrière. Mais dès qu'on arrive à mettre des personnes réellement, là, ça change tout. Ouais, totalement. Et puis, du coup, non, j'étais super content. Donc, ça a bien évolué. Et maintenant, j'essaye d'y accorder même de plus en plus de temps, en fait. Donc, voilà un peu pour la genèse de tout ça, quoi. L'Insta aussi est cool. Ouais, l'Insta. Les petits formats courts sont sympas. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, j'aime bien. C'est assez récent, mais, je voulais, pareil, c'est souvent des messages, des choses. Tiens, Charles, je te suis depuis un petit bout de temps, j'ai envie de m'acheter ma première montre méca. Je connais ce genre de messages. Bah voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est là que, tu vois, même avec une petite audience, parce qu'il y a des comptes qui ont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus, mais même avec une petite audience, tu vois, les gens écoute les conseils. Donc du coup, moi, je trouve ça important de prendre un peu de temps et de dire au mec, bah écoute, tiens, moi je te conseille ça. Après, les goûts, les couleurs, voilà. Mais et du coup, j'ai eu cette envie là de faire des petits réels où je conseille des montres avec des budgets, quoi. Avec la légendaire armoire au salon. L'armoire blanche, voilà. Coupé par hasard. Exactement. Maintenant, mais tu vois, tu sais que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est jamais facile de trouver chez soi ou ailleurs, même un petit endroit sympa qui rentre bien. Avec la position de la housse, le cul sur la table. Et c'est la vérité, c'est vrai. J'avais zappé qu'il se passait comme ça. Exactement. C'est un petit peu le de la housse. Le de la housse de l'horlogerie. Cool. Mais non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce petit format. En plus, tu donnes des conseils, ce que veulent les gens aussi là-dessus. C'est les auditeurs, donc c'est vraiment bien. Et je trouve que tu tombes pas dans dans la facilité. Ce que tu conseilles, même en vintage, tu conseilles des trucs un peu un peu. C'est cool. Enfin, on sent que t'as creusé le sujet. Récemment, j'ai eu pas mal de messages sur celle de la vintage, qui est celle qui a le plus cartonné. Je suis très content. Je vois 100K vues, 2400 likes. Je sais quoi ce délire? Je me réveille un matin, 300 abonnés. Je fais, alors là, il y a eu un dos, là. Je me suis fait pirater. Non. Et du coup, non, j'étais super content. Et effectivement. Il y a une vraie attente là-dessus, de toute façon. Vraie attente sur le vintage, sur le vintage abordable. Mais on en reparlera sûrement. Mais vintage ou récent d'ailleurs, mais en tout cas, sur le moins de 2000.
Exactement. Et ça va nous faire une belle passerelle après sur Gustave et compagnie, mais Ouais. le moins de 2000, savoir à qui on donne son argent, savoir ce qu'on achète, savoir ce qu'on a au poignet et l'histoire qu'on a au poignet. Voilà. C'est pas mettre 2000 balles dans un truc. Il y a eu un vrai changement de paradigme là-dessus. Clairement. Totalement. Là, et les gens ont un peu ont envie maintenant, je trouve, de mettre un peu plus pour avoir la qualité au poignet. Tout à fait. Enfin, il y a une bascule un peu, exactement. Plutôt que d'acheter une montre, dans un an c'est pas grave, j'en rachèterai une. Non. Vraiment, il y a eu ce truc de. Il n'y a plus la fast fashion un peu. Exactement. Alors, il y en a encore, mais si dans le côté 25 modèles lancés par jour en ce moment, il y a plus de 2 ans. Mais dans la qualité, par contre, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est différent. Ouais. Qu'est-ce qui fait ta signature à toi? Qu'est-ce qui fait que comment on peut reconnaître la signature de Charles, compositeur horloger? Je pense que c'est d'abord j'ai accordé vraiment beaucoup d'importance à l'esthétique, tu vois, au fait d'avoir quelque chose d'avoir une cohérence un peu. Je pense que si tu regardes un peu le feed, même le blog derrière, etc., j'essaie d'avoir une cohérence dans tout ce que je propose. Même des fois en story, ça reste assez similaire. Donc j'ai trouvé un peu ma patte, etc. Je joue avec des typos, avec pas mal de choses comme ça. Le rythmique, même sur les réels. Enfin, voilà, il y a la rythmique, le choix des musiques. Enfin, des fois, je peux passer 30 minutes à trouver une musique pour le réel, 1 heure. Qui te dis-tu? Non, mais alors là, c'est m'en fou. Et puis du coup, j'aime bien trouver la musique en avance pour faire le montage en fonction. Même je suis capable de perdre 1 heure sur un truc comme ça. Mais totalement. Moi, sur le post du vendredi, quand je lance l'épisode, voilà. Je suis capable de me ruiner la moitié de la c'est ça. Et du coup, je pense que c'est la signature, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est aussi le fait de... j'ai vraiment toujours uniquement mis en avant, et pourtant j'ai reçu pas mal de demandes, des fois de marques, etc. Je mets vraiment en avant que ce qui me tient à cœur et que ce que j'ai envie de proposer aux lecteurs et à ceux qui me suivent, quoi. D'accord. Donc, je pense que c'est un peu ça, et d'avoir cette homogénéité et ce design un peu... j'essaie de rester un peu élégant, même dans les photos, dans les shootings. Même les shootings, j'arrive à les faire matcher avec ce que je voulais. Un peu smart casual, quoi, un peu le truc. Ouais, un peu ça. Puis un peu... c'est très... Enfin, il y avait un côté un peu japonisant, des fois, dans les photos que j'essaie de réaliser. C'est un peu blanc, c'est un peu lin, c'est un peu... Ouais. Donc, j'essaie de faire un truc un peu serein, clean, propre. Voilà. C'est cool. Je tente. Tu dois avoir une audience qui est assez, même sur le blog, des gens très fidèles, je pense quand même. Toi, ouais, carrément. Mais même questions qui sont très engagés. Et même sur Insta et tout, je vois, les gens, on n'est pas tant que ça, tu vois, on arrive gentiment, là, je sais plus, peut-être 6000 abonnés, et je vois les mêmes qui reviennent, qui m'écrivent, trop bien, machin. Mais je pense qu'on a une communauté croisée aussi. Mais bien sûr. Les Français dans les montres, je pense, suivent un peu les mêmes profils, les mêmes comptes, écoutent tes podcasts, etc. Et effectivement, je pense, sont super fidèles et me donnent beaucoup de force aussi quand parfois, tu sais, Insta, ça c'est des hauts débats, les algos, les machins. Non, mais c'est pas simple. Quand tu bûches, tu fais ton post tous les 2 jours et que tu vois qu'on te met pas en avant et tout, c'est pas grave, il y a toujours les gens qui sont là pour envoyer des messages, putain, trop bien et tout. Surtout que l'algo d'Insta est quand même assez vraiment, c'est une tannée. C'est une tannée, hein. Même vis-à-vis de tes abonnés, t'es pas visible souvent, quoi. Oui, c'est ça. Et même il y en a qui me disent, mais t'es encore là? Je vois plus tes posts. Je dis, mais là il arrive sur le feed, tu charbonnes. Oui, il a raté 10 posts et il dit, je comprends pas, je les ai pas vus. Il est incroyable. Ouais, c'est assez dingue. Mais bon, je le fais aussi avant tout pour moi, donc. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que malgré tout, en fait, quand je dis l'algo et compagnie, c'est pas un ego trip ou des trucs comme ça. Oui, bien sûr. C'est juste qu'on a envie de partager les choses. Mais c'est ça. Et quand on a fait quelque chose qui nous semble, en tout cas, qui correspond au standard de qualité qu'on a fait, on aime avoir ce retour, on aime le partager. Exactement. Et quand on a le sentiment que ça n'a pas été partagé à la hauteur à laquelle on voudrait, ça nous emmerde. Tu comprends? Il faut le comprendre dans ce sens-là. Le temps qu'on passe dessus. Voilà, il faut pas le comprendre. Alors, la plupart du temps maintenant, on connaît, on arrive à avoir des choses à la hauteur, évidemment. Mais c'est vrai que tu as toujours le petit moment. Et ce qui est assez marrant, c'est que parfois tu sors des trucs, tu dis, alors ça c'est une bombe et tout. Nul. Et là, c'est totalement l'inverse. Et parfois tu sors un truc, tu dis, ça c'est bien, mais je pense que l'autre marchera mieux. Et en fait, ça cartonne. Mais c'est assez marrant. C'est ça, exactement. C'est pareil, une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure. On ne peut pas prévoir même ça, tu vois. Donc c'est pour te dire. Mais c'est ce qui fait le charme du truc. Ouais, c'est ça. C'est tu vas préparer un post, tu vas le bosser pendant 2 heures, tu dis ça, c'est chambé et tout, et tu le sors et au final, moi, pas ouf. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'as pris du plaisir aussi. Voilà, exactement. Et par contre, indépendamment de ça, j'insiste vraiment là-dessus. Parfois, on a des posts qui cartonnent moins. Par contre, t'as des messages de. Oui. Mais c'est ça. Les mecs engagés. Enfin, moi, je suis refait avec les messages. Mais pas. Et puis même des fois, ne serait-ce que sur une story ou quelque chose. Enfin, les gens sont hyper. Et je prends le temps de répondre à chacun. Ouais, moi aussi. Perso, mais je réponds. Voilà, je fais pas un smiley et machin. Non, c'est important. Parce que c'est important. Les mecs, souvent, toi, ça va être pareil. Ils me font des putains de messages longs, quoi. Oui, mais vraiment. Des gens, des pavés. C'est des trucs. Et franchement, alors des fois, je suis dans le feu de l'action, j'ai pas le temps de lire et tout, mais
très important. J'aime bien me reposer le soir, je relis un peu ça, pareil. Je réponds indépendamment. Il y en a qui me demandent des conseils, comme tu disais, pour acheter, pour même plein d'autres choses, ou pour des stages. Ça, c'est un truc de fou. Beaucoup ça doit être le nom, peut-être mon petit horloger, mais pour des stages, des alternances. Peut-être qu'ils confondent avec le petit horloger. Peut-être. Tu sais que j'avais reçu quelqu'un ici. Bien sûr. Voilà, donc il y a des chances. Stéphane Dorn, le petit horloger, qui est du côté de Bayonne. Que je suis, je vois bien ce qu'il fait. Et je pense qu'on me demande des alternances. Et lui, on doit lui dire, putain, ton blog, il est cool. Il y a des chances. Qu'est-ce que tu veux l'emmener où, la chaîne? Enfin, la chaîne, le blog, tu veux l'emmener où? Qu'est-ce que tu voudrais en faire dans l'absolu? Là, dans l'absolu, il passait encore plus de temps. Donc vraiment, il y a encore plus de temps. J'ai ce truc de... Des fois, je vais aller me coucher, il est 23h, j'ai envie de dormir, et là, d'un seul coup. Mais 15 000 idées en même temps, et faut que je fasse ça. Ça va être trop bien. Parce qu'il y a des formats qui me viennent en tête, des trucs super cool que j'ai envie de développer. Le temps manque un peu, donc je vais essayer de le trouver. Surtout que tu as envie de bien le faire. Exactement. On en parlait tout à l'heure, tu vois, mais il y a le fait parfait. C'est ça. Fait vaut mieux que parfait, je dis toujours. Exactement. Et du coup, là, où est-ce que je voudrais emmener le blog? Continue. Alors, je vais refaire l'architecture. Il y a des choses qui me plaisent plus, qui sont plus... il faut que tu updates, qui ne matchent plus, par exemple, l'architecture du blog ne matche plus avec certaines choses. Tu vois. Maintenant, je parle pas spécialement de vintage sur le blog, alors que j'en parle sur Insta. Et j'aimerais bien m'y mettre un peu sur le blog, donc dédier une partie à ça, à tout ça. Donc je pense que je vais retravailler un peu ça. Et après, il y a la chaîne YouTube qui va revenir gentiment, parce que je trouve que c'est un format important. Je l'avais lancé, j'avais eu pas mal de retours, les gens étaient super contents. Manque de temps, j'avais arrêté. Et là, récemment, j'ai pu retourner une super vidéo. Vraiment qui sort, je pense, cette semaine. Et qui va relancer un peu tout ça, parce que j'ai envie de reprendre le format. Elle s'appelle comment? Elle sera sortie d'ici là, donc elle s'appelle comment cette... Alors cette vidéo, elle est avec Hamilton, qui a sorti récemment la Kaki Aviation. Et ils m'ont emmené en voltige aérienne. Ah ouais, mais j'ai vu... oui, j'en ai parlé rapidement. Et là, j'ai terminé le montage de toute la vidéo où on me voit me faire... Avant que tu vomisses, en fait. Alors, ça aurait pu, tu sais que c'est très stressant. Vraiment, avant d'arriver là-bas, j'avais très très peur. Mais au final, non, ça s'est très très bien passé. Il faut une montre étanche quand on fait ça. Oui, c'est plus étanche. Donc plein de projets, plein de choses. Le temps qui manque parfois. Le temps, parfois. Sachant que tu as une deuxième casquette, elle se permet de faire la passerelle. Tout à fait. Là-dessus, brand manager. Depuis combien de temps maintenant? Alors un peu Gustave et compagnie. Ça va faire 2 ans du coup. Là ça va réellement faire 2 ans. C'est cool. Brand manager, chef de marque, vous pouvez appeler ça un peu. Enfin vraiment toucher à tout. Brand content, tout. Voilà. Du produit, de la créa, du développement, jusqu'à la vente finale. Enfin vraiment tout quoi. Tu nous parles un peu de Gustave et compagnie alors? Gustave et compagnie du coup, donc maison horlogère française pour ceux qui connaissent pas. Alors KEEK, une belle petite histoire d'abord qui a commencé il y a à peu près 10 ans maintenant, qui n'était pas spécialement vouée à faire de l'horlogerie, qui a commencé il y a 10 ans avec des accessoires un peu plus mode urbain, on en parlait, les nœuds papillons, les fameux nœuds papillons en métal et bretelles, etc. Donc c'est Guillaume et Timothée. Dijonais également, mes 2 associés qui ont lancé ça il y a 10 ans maintenant. Et 2017, pareil, passion aussi commune quand même pour l'horlogerie, pour ces choses-là, et l'envie d'apporter quelque chose de nouveau, tu vois. Donc assez disruptif, quelque chose de différent. Voilà, et maison horlogère spécialisée vraiment en montres mono-aiguille. Donc il n'y en a pas tant que ça en France. Non, c'est vrai. Après, il y a quelques marques, bien évidemment, enfin Meistersinger, toutes ces choses-là qu'on connaît, mais du coup, donc 2017, première collection de montres Quartz. Ensuite va s'en suivre, on en parlera, je pense, mais les différentes collections Quartz. Et 2021, première collection automatique. Et du coup, cette année, 2024, deuxième collection automatique. Une montée sensible en qualité. Exactement, une vraie montée en puissance et que j'ai eu la chance de concevoir de A à Z. C'est cool. Donc c'est très très cool. Donc vous rentrez, Gustave et compagnie entre par le quartz à l'origine. Tout à fait. Des montres à autour de 200 €. C'est ça. On est entre 160 et 220, Mono-aiguille, de diamètre autour de 40 à peu près. 40 et 36 mm. Voilà. Et on a quelques petites... on a une phase de lune, donc c'est toujours des petites complications sympas, même si ça reste du quartz. Des complications sympas que les gens aiment bien avoir au poignet. La phase de lune mécanique, c'est un autre level. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais en tout cas, là, on sait que tout ce qui est phase de lune, ça plaît bien. Et après, surtout, une marque très française qui essaye de faire un maximum en France et qui rend hommage surtout
à des illustres français dans chaque collection. Gustave pour Gustave Eiffel, qui est Dijonais également. Exactement. Tu as fait le dossier. T'as fait le taf. Mais même après, la première chose à se poser quand tu as un nom comme celui-ci, sachant qu'aucun des créateurs n'a ce nom-là, tu te dis ça vient bien de quelque part. Oui, effectivement, en plus, voilà, le A de Gustave, le logo, qui reprend la Tour Eiffel, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Et à chaque fois, chaque collection reprend le nom d'un illustre français qui a fait la France concrètement. Tout à fait. Poète, explorateur, ce qu'on veut. Enfin, c'est ça, écrivain, etc. Exactement. On a Antoine de Saint-Exupéry. Je connais pas. On a Jules Verne pour la première automatique, donc elle a ce côté très nautique, etc. Et on essaye vraiment, quand on se pose avec l'équipe et qu'on choisit le nom de la collection, après le but c'est de réussir à faire transpirer l'ADN de cette personne dans la montre, tu vois. Donc il y a un vrai taf derrière pour la conception du cadran, de tout le reste. Oui, c'est pas juste emprunter le nom de quelqu'un et puis le mettre sur la montre. Et puis youpi quoi. Non, vraiment vous allez dans l'univers du truc et vous réfléchissez. Et même le type et l'ADN de la montre doit correspondre. Exactement. Si c'est un explorateur, ça puisse être une montre d'exploration, de plongée ou ce qu'on veut, etc. Ouais, et la phase de lune, par exemple, où on retrouve donc la phase de lune, le verre bombé en saphir, on est on rend hommage à Georges Méliès. D'accord, grand cinéaste français qui a fait le film. J'ai vu Le voyage dans la lune. J'ai vu une affiche tout à l'heure. Qui est très belle. Ouais. D'accord. Donc ça commence par du quartz, vous passez sur du mécanique. Ouais. Remontage automatique à chaque fois. Je crois. Automatique, C'est pas de l'état au départ, c'est pas du suisse. On commence par quoi? Je te laisse. Non, effectivement. Au début, quand on sort la collection Jules, beaucoup de travail, c'est différent. Nouveaux boîtiers, nouveaux cadrans, nouvelles personnes. Donc Jules Verne. Nouvelles caractéristiques aussi. Étanche 200 mètres. Donc quelques petites spécificités techniques. GMT. Donc avec une lunette interne sur 24 heures qui va venir tourner pour avoir un deuxième fuseau. Et notre spécificité, toujours le mono-aiguille. Sur 12 heures ou sur 24 heures. Ça, c'est cool. Une lecture. Alors, je te coupe 2 secondes. C'est vraiment dans l'ADN, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Vous le dites partout, vous le martelez, c'est très important dans la philosophie de ces montres. C'est la lecture de l'heure d'une façon plus zen, en fait. Exactement. On n'est pas à la minute, on n'est pas à la seconde. C'est ça. Il est à peu près 9h30. Tu vois, en gros, il est à peu près. Parce que, voilà, c'est toute une philosophie qui va derrière finalement. Nous, on voulait dès le début, et Guillaume et Timothée voulaient vraiment créer quelque chose d'un peu nouveau. Et puis on est toujours en train de courir, de regarder l'heure à la minute près, de mettre des alarmes, de mettre des events dans des calendriers pour tout vraiment classer et ne rien rater. Et ils avaient cette envie de faire quelque chose d'un peu plus light, une vision du temps un petit peu plus sereine. Une perte de contrôle volontaire quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Un peu ça. Et du coup, regarder sa montre, il y avait aussi ce côté... tu vois ta journée d'un seul coup sur une 24 heures en aiguille, en un seul coup d'œil tu as ta journée complète. Tu sais, tu vois déjà la différence. Par exemple, moi quand j'étais gamin, ça me frappait, je mettais pas les mots à l'époque dessus, mais tu avais une montre affichage digital et ça te disait 10h16, c'était pas pareil que si tu voyais 10h16 sur une montre à aiguille. C'est encore plus, pas plus stressant, mais c'est vraiment la tellement. Et t'as les secondes. C'est-à-dire que tu vois 10h16, on te dit il faut que tu sois à 10h30. Tu visualises pas, c'est stressant, c'est anxiogène. Tu vois 10h16, tu vois l'aiguille, tu fais attends, il y a encore un quart du cadran à faire. Je suis large. Cool. Je suis encore au lit. Non, mais c'est ça. Et du coup, donc, comme tu disais, cette vision un petit peu plus zen du temps qu'on propose et les gens aiment beaucoup. Les gens viennent. Alors, il y en a qui viennent nous chercher pour les designs des fois ou pour des grands passionnés pour vraiment. Moi, je kiffe Jules Verne, c'est pour ça que je viens. Et il y en a énormément qui viennent pour la lecture un peu plus zen du temps et qui nous disent au pire, si je veux l'heure vraiment à la minute près, j'ai mon portable. Bien sûr. Énormément qui nous disent ça. Montre dans l'absolu ne sert à rien, on le sait très bien aujourd'hui. Exactement. On le sait très bien. Et donc, vous mettez maintenant sur ces modèles automatiques, donc c'était du Vostok pour les premiers. Alors voilà, on parlait de l'automatique. Voilà. On attaque, nous, avec du Vostok, parce que c'était un des rares calibres, il y en a d'autres maintenant, mais c'était un calibre vraiment qui tournait sur 24 heures. Hyper adapté pour faire du mono-aiguille. Exactement, adapté pour faire du mono-aiguille. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vostok et même Rakieta sont deux grandes manufactures de mouvements en Russie et ont des superbes histoires et font des calibres quand même hyper intéressant et fiable, robuste. Donc un peu sous-côté quoi concrètement. Souvent sous-côté. Souvent sous-côté. Ouais. Et du coup on voulait donc collaborer avec eux. On entre en contact, on réussit à développer notre pièce. On sort la montre. On est super content. On en fait 500 exemplaires en édition gravée numérotée. Et je ne saurais plus, mais je crois vraiment 4-5 mois après à peine.
bim, flash info. La Russie a décidé de péter un câble. Voilà. Et donc du coup, là, bad news quoi. Et voilà, petite bad news. C'est la vie, hein, c'est comme ça. On essaie de rebondir. On ne peut plus se procurer de mouvement Vostok. On en a besoin pour continuer de créer les montres. Et du coup, je me mets à chercher un nouveau calibre. Et c'est pas si facile quand tu as déjà la boîte et que tu as tout développé autour de trouver le calibre qui fit à la perfection. Et du coup, je me dis, mais c'est impossible, on ne le trouvait pas. Il faut tout refaire, aiguille, compagnie, cadran, il faut tout refaire. T'as tout compris, on a dû refaire fond de boîte, tous les cadrans, tout. Alors, par chance, on n'a pas refait le boîtier, mais tous les cadrans, toutes les aiguilles, beaucoup de choses. Et du coup, je trouve un calibre suisse, le ETA 2893-2, le fameux. Donc GMT, et nous, on vient se plug en fait sur uniquement... Il faut que tu sois puissant quand même pour c'est ça, il faut que ça soit puissant, il faut que ça entraîne l'aiguille sur 24 heures, c'est une belle aiguille, seule et unique aiguille, donc à chaque fois il y a énormément de taf sur nos aiguilles, et du coup on trouve ce mouvement, j'entre en contact donc avec ETA, avec d'autres fournisseurs, pas facile maintenant, je pense que tout le monde le sait, mais ETA ne fournit que les marques du groupe Swatch, bien sûr, vraiment cas exceptionnel. Quand j'ai vu dans tes trucs tu parlais d'ETA, j'ai dit mais ils ont fait comment là? Comment ils ont fait? Ils ont racheté des montres en fait directement, ils ont t'imagines le délire. Le budget. Alors elle vaut 9500 €. On a acheté 10 000 montres à 1500 € pour récupérer le mouvement. La masse, vous occupez pas. T'inquiète. Mais du coup, non, on a réussi à en avoir. On en a maintenant un petit peu. C'est par salve, parce que ça coûte beaucoup plus cher à acheter, donc on achète par salve. Et on fait assembler directement, graver, assembler, régler à Besançon, dans notre atelier d'horlogerie. Et là, donc, elle est ressortie récemment avec ce calibre suisse. Et l'impact a été vraiment fou. De suite, ouais. En plus, vous gagnez en réserve de marche. Alors, un petit peu. Pas tant que... c'est un petit peu. On est à 42 heures, exactement. Ouais, 30%. Et puis, on gagne en... Tu vois, la montre vraiment a passé un cap. Quoi. Donc, forcément, couche de vernis qui se rajoute. Exactement. Elle est plus legit pour beaucoup de gens. Exactement, c'est ça. Ouais, elle est plus legit par rapport au fait qu'on soit passé sur ce calibre suisse, donc Swiss made, et donc forcément le prix a augmenté un peu parce que nous on était obligés. C'est des calibres qui coûtent beaucoup plus cher que les calibres russes, mais ça a été hyper bien accueilli. Ils sont mieux réglés par contre. Oui, tout à fait. Et ça a été hyper bien accueilli. Vraiment, les gens, on avait des listes d'attente fut un temps. Ça, c'est cool. Parce qu'on avait tout vendu, donc on était un peu en liste d'attente. Les gens s'inscrivaient. Et t'es pas demandé ça arrive quand, là, Jules, avec le mouvement suisse, etc. Et donc on était super contents. Les gens vraiment nous envoyaient plein de messages, étaient refaits qu'on soit passé sur un calibre suisse, quoi. Et sur un ETA, ça parle énormément. Ça parle, ça rassure. Ouais, tout à fait. En termes de fiabilité, puis bon là, ça parle à beaucoup de gens, quoi. C'est les plus grandes marques, et Breitling et compagnie. Je le disais, elles ont équipé certaines Breitling. Hein. Bien sûr. Moi, la première Breitling que j'ai achetée, c'était un 2892. C'est un mouvement qui marche encore extrêmement bien, qui est extrêmement éprouvé, qui a été recopié. C'est pas pour rien. Donc, tout à fait. Et c'est des mouvements qui se, tu sais, c'est vraiment des mouvements qui durent dans le temps et qui se révisent, qui se réparent. Les pièces sont suivies, c'est révisé partout. Un 2824 ou un 2892. C'est ça. Qui est la version plus fine finalement, un petit peu plus gradée, quoi. Tu vas n'importe où dans le monde et puis ça se révise, quoi. C'est ce que je dis toujours quand les mecs me disent parfois mais c'est tu sais, quand t'as des montres un peu plus chères, on dit mais c'est un état quand même, il pourrait plus mettre un manuf et tout. Attends mec, je préfère un état qui marche bien, tu vois. Ouais, exactement. Qui peut se réparer n'importe où. Parce que toi, par exemple, demain, t'es en Thaïlande, comme tu l'as fait, et ta Gustave, elle fonctionne plus, tu pourras la faire réviser par n'importe quel cum qui est là-bas. Totalement. Et il te la révisera, il aura les pièces et compagnie, quoi. C'est ça. Donc, non, mais totalement d'accord avec toi. Donc, c'est 2 personnes au départ, l'équipe s'est agrandie. Maintenant, vous êtes combien chez Gustave? Alors, au total, on est 6. Donc, comme je te disais, Guillaume, Timothée. Donc les deux, la genèse. Voilà, la genèse de Gustave et compagnie. Ensuite, on a Benjamin, Jade, Basile et moi-même, du coup. C'est pas mal, hein. Et ça a pas mal bougé, ça bouge pas mal. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on bosse beaucoup là avec Basile, par exemple, qui est alternant avec nous. Moi, j'ai fait de l'alternance. Et je dis merci parce que vraiment. C'est tellement bonne porte. Mais exactement, c'est vraiment le top du top. Et du coup, on bosse beaucoup avec des alternants. C'est des personnes passionnées. Il y a un skin in the game qui est pas le même. C'est ça. T'as des mecs qui... Déjà, c'est souvent des gens qui ont envie de vite entrer dans la vie active. Ouais. Donc, c'est déjà des gens qui... Enfin, c'est pas le même mindset concrètement.
et qui aime bien mêler les deux pour avancer, apprendre, mais en même temps, commencer à vraiment un métier. Vous, ça vous permet de voir si ça fit aussi. Ouais, tout à parfait. fait. Ça permet de voir vraiment tout ça. Donc c'est bien. En plus, avec un bel écrin de vente, donc une petite boutique très mignonne. Ouais, petit showroom qui fait office de showroom. Les gens viennent nous chercher ici, viennent découvrir la marque. Et à côté, nos bureaux qui sont ici aussi. Ils peuvent parler avec Guillaume ou Timothée sûrement. Exactement. Échanger sur... Ouais. C'est tellement cool. Et je pense que beaucoup de gens, d'auditeurs, d'amateurs, de plus en plus, c'est tellement cool de parler avec les gens qui ont créé la montre. Oui, ça change tout. L'expérience est totalement différente. Ça n'a rien à voir. Et moi, toi le premier, je pense que quand Bien tu sûr. te déplaces et que tu vas, par exemple, je prends un exemple tout simple, concret, mais tu vas rue de Turenne. Tu vas... Mais qui est rue de Turenne? Tu vas chez Celica. J'y suis allé une fois pour me poser comme ça, je crois, sans déconner. J'ai dû rester 1h30 ou 2 heures. Bien sûr. Avec Gabriel à regarder toutes les montres. C'est évident. Et c'est trop bien. T'es obligé d'en prendre une après dans le sens où t'es tellement ouf de la marque, t'es tellement fan, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu comprends tous les petits détails. T'as l'impression de faire partie de la team qui l'a construite quasiment. Ouais, c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire ici aussi, c'est que quand les gens viennent, que ce soit pour de l'automatique, pour du quartz et tout, ça nous tient vraiment à cœur de présenter notre démarche, comment on crée tout ça et comment on essaie de mettre en avant et de faire perdurer un peu ces montres qui se font un petit peu de plus en plus rares quand même. Les montres monnaie aiguille, on a donc, comme on disait, on n'a pas tant que ça en France. Meistersinger notamment. Ouais, voilà. Et après, il y a une grande marque, la Meistersinger. Et à l'époque, vraiment, du vintage, il y a eu Breguet qu'on faisait beaucoup. Mais... Oui, mais je veux dire, dans une gamme différente. Et puis c'est bien parce que, vu de l'extérieur, quand on vous connaît pas, on peut se dire... Oui, bon, ils ont essayé de faire un truc, qu'est-ce que c'est? Je connais pas, je comprends pas le positionnement, il y a du quartz, c'est pas du quartz. Enfin, c'est bien de pouvoir clarifier tout ça concrètement. Exactement. Parce que c'est pas forcément clair dans la tête des gens. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissaient pas la marque, qui vont aller voir le site. Ouais, tout à fait. Mais essayez-les, franchement, c'est cool. Il y a plusieurs modèles. Toujours du mono-aiguille, mais je veux dire, il y a une couronne, 2 couronnes. Enfin, il y a des types compresseurs, des types divers, des choses comme ça. Enfin, voilà, vraiment des différentes choses. Il y a un modèle en particulier dont tu veux nous parler ou pas? Alors, tu veux parler modèle actuel ou tu veux qu'on parle de la future? On peut parler d'un modèle actuel, ouais. Et ensuite tu vas nous parler de la future, parce que tu vas utiliser ça. Totalement. Totalement. Modèle actuel, je vais prendre la Jules quand même. Qui est sûr. Ouais, c'est... Puis, quand je suis arrivé chez Gustave aussi, c'est dans l'envie bien évidemment, de continuer à développer des montres à quartz. On a la collection Marie, qui est sortie récemment, et qui rend hommage à la première illustre française, Marie Curie. Mais c'est aussi dans l'envie de développer encore plus la gamme automatique. Parce que Tim, moi, Ben, tous ceux qui sont ici, on kiffe les montres mécaniques, on kiffe les montres automatiques. Et il y a un supplément d'âme, clairement. Il y a un supplément, exactement. Et donc, du coup, si je prends la Jules, c'est une montre qui a une superbe histoire, de part déjà ne serait-ce que ce micmac du jour au lendemain, on a dû changer de mouvement. Et je sais pas, moi j'adore son cadran, son look vraiment nautique, son étanchéité. Enfin, j'ai passé l'été avec au poignet à me baquer et franchement, elle est vraiment top. Et son petit côté, tu vois, sur le cadran, t'as un N juste en bas du cadran, le point du nord, parce que, pour la petite histoire, sur les montres 24 heures, ce sont les seules montres dont on peut se servir comme boussole. Exactement. Donc tu poses des vents et tu peux t'en servir. Ouais, tu prends ta montre, tu pointes l'aiguille en direction du soleil et ça te donne directement le nord sur le cadran. Exactement. Et c'est des petits détails où il y en a qui vont dire mais c'est gadget et tout. C'est trop bien. Mais vraiment ceux à qui je présente la Jules quand on est en boutique, qu'on se pose et tout, et quand j'annonce ça souvent, je le dis à la fin et là ils réalisent, ils font mais c'est excellent, mais c'est royal. On a fait plusieurs épisodes que tu as peut-être écouté avec Dylan Trekking qui est un explorateur assez connu. Oui. Très présent sur Twitch notamment, etc. Et on en parle souvent. Pour lui, dans une monde d'exploration, c'est la base, quoi. Bah oui, totalement. Voilà. Alors autant nous, ça peut faire un petit peu gadget, parce que je pense que la plupart de nos clients et de ceux qui nous suivent l'apportent pour... Bien sûr. Voilà, ils vont pas taper des treks, etc. Mais on a beaucoup de personnes qui l'apportent, du coup, il y a cet esprit vraiment nautique, voilier, etc. Il y a beaucoup de personnes qui l'apportent en bateau, en mer, et qui adorent. Et ce côté nautique, donc double couronne. Ouais, double couronne. Ça, c'est vraiment cool. En gros, une couronne à 1h30, une couronne à 4h30 pour faire à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Et couronne pour donc une qui gère tout le mouvement et une qui gère la lunette interne. Voilà. Une couronne vissée en bas et une couronne non vissée. Tout à fait. Qui fait tourner la lunette interne, justement, 24 heures. Donc c'est une GMT, parfait, quoi. Tout à fait. C'est chouette, c'est étanchéité 200 mètres. Ouais. Et ça c'est un peu la gueule d'une... Il y a pire comme rêve d'une master compressor. Oui, il y a pire. Ouais. Ça va, tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Non, totalement. C'est pas mal. C'est un peu ça, ouais. Puis on a essayé de retravailler pas mal de choses. Cornes ajourées. Exactement, les cornes ajourées, les petits index appliqués
qui font référence au bar des oui, c'est des vrai voiliers. que c'est ouais. Enfin, un petit peu tous ces détails. En fait, c'est à chaque fois le travail qu'on essaie de faire, de se fixer donc d'abord un personnage à qui on veut rendre hommage, un ADN, et après c'est papier, crayon, Illustrator, etc. Et faire plein de tests pour un jour arriver et se dire ah ça c'est vraiment pas mal et let's go quoi. Ouais, c'est clair. Et donc il y a un kick en vue. Il y a un kick en vue. Il y a eu des kicks chez Gustave. Ouais. La toute première, donc la collection Antoine. Ensuite, il y a eu un autre petit kick. Ah bah, il y a eu un kick pour la Jules. Ouais. Et là, en fait, la question du kick, c'est jamais facile pour une marque. Tu vois, de se dire, bon alors, on lance le kick, c'est pas simple. on y va tout seul. Tu vois comment on la joue. Il y a une petite pointe quand même d'appréhension là-dessus. Oui, c'est clairement. ça. Mais après, est-ce qu'on va rencontrer notre public? Exactement. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Donc, est-ce qu'on le fait tout seul dans notre coin, c'est casse-gueule un peu, comme des grands, ou est-ce qu'on le fait via Kik? Et après, le Kik, ça permet de toucher un petit peu à l'international. C'est aussi important pour nous. On vend, l'air de rien, de plus en plus de montres, à l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça commence gentiment aux États-Unis, au Japon notamment. Le Japon sont très très fans des montres monnaie aiguille et de cette vision 24 heures qu'on a. Donc on est très content et ça nous arrive d'expédier pas mal de montres au Japon. Et là, le Kik, ça permet de toucher un petit peu tout le monde. Ouais, d'accord. Donc on a dit let's go. Et pour cette montre-là, tu vois, on a envie d'en faire un peu comme je le dis dans les textes, c'est vraiment notre interprétation de la dress watch mono aiguille, tu vois. Et c'est la première qui a des courbes aussi douces, et c'est la première surtout que tu drives en brand manager de A à Z, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. C'est vraiment la première montre. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà toutes les collections. Il y avait déjà la collection Jules qui était déjà là. Moi, j'ai vraiment juste participé pour la Jules à ce switch de mouvement. Et à l'après, un peu, du coup, à la nouvelle Jules avec ce Calibretta. Et ensuite, Benjamin, qui est là, a géré la collection Marie, donc cette nouvelle collection Quartz. Très belle. En hommage un peu plus féminin, bien évidemment. Très joli. C'est Benjamin qui a géré tout ça. Et du coup, moi, j'ai géré cette nouvelle collection automatique, la collection, du coup, Paul, en hommage à Paul Éluard. Voilà, le nom est dit. Et moi, j'ai cru Paul-Émile Victor, mais je me suis dit, si prénom composé, ils vont pas le faire quand même. Un peu long quand même. Mais c'était cool, pourtant. Aussi. Ouais, c'était pas mal aussi. mais du coup, Paul Éluard, et donc première collection qui change totalement je vais dire plus abordable dans le sens pour monsieur tout le monde. La Jules est assez nichée. Faut aimer. Elle est assez clivante. Voilà, elle est assez clivante, c'est ça. Faut aimer la plongée, faut aimer les looks un peu nautiques, les choses un petit peu plus robustes quand même, parce qu'il y a un joli boîtier. Elle est un peu à la serpe aussi, quelque part sur les cornes. L'autre est plus douce. L'autre, l'autre, elle a une pointe un peu façon Calatrava, c'est-à-dire des choses un peu plus arrondies. Voilà, tout à fait. On est entièrement poli, on a que des surfaces polies, on n'a pas de surface brossée. Enfin, il y a eu beaucoup de doutes là-dessus, mais c'est un choix qui a été fait. Et après, première collection où je suis arrivé un matin, je me suis dit faut qu'on taffe la prochaine automatique. Comme ça, toi t'arrives le matin, tu te dis faut qu'on taffe la prochaine automatique. On se dit c'est un peu ça au détour d'un café. Est-ce qu'on tafferait pas la prochaine automatique? Aujourd'hui on a du temps, let's go. Et du coup qui rendre hommage, Charles Baudelaire, il y a eu plein de noms, plein de choses qui sont sorties, et Paul Éluard, en fait ça a été un poème de lui qui m'a un peu mis sur la voie, le poème La nuit n'est jamais complète, qui est un poème relativement court. Qui court, il est très beau. Ah, tu t'as checké et tout, trop bien. Non, mais je connaissais avant je trouve magnifique. Ouais, alors les poètes sont souvent un peu en dépression, on connaît, mais là on est sur comme les bons musicos. Exactement. Les bons artistes en général, ils vont pas bien. Oui, exactement. Et c'est là qu'on a. Je sais que t'arrives à l'âge où ils se suicident en général. 28 ans, c'est l'âge où ils se flinguent. Faut vite que je passe les 29. Et du coup, je lis ce poème, je me dis, il est vraiment pas mal. Il y a cette dualité jour-nuit, cette dualité un peu dans les moments un peu sombres. Voilà, il y a toujours une fenêtre, une lueur, une lumière. Et je me dis, est-ce qu'on rendrait pas hommage à Paul Éluard? Ce poème, il est cool. Et en fait, tout de suite me vient l'envie de faire un peu deux mondes qui rentrent en résonance, tu vois. Un peu une night et une vraiment full lumière, full jour. Donc je teste des premières choses, je dessine. Les premiers dessins étaient sympas, mais vraiment pas ouf, tu vois, avec du recul. Et puis on avance avec les gars et tout, je leur présente, je leur montre, avec Benjamin qui est là. Ils disent quoi quand ils voient tes premiers dessins? Ils disent ok, nice, il y a de l'idée. Mais continue de chercher, c'était trop. Il y avait vraiment une séparation. J'avais fait une séparation sur le cadran, un peu. Tu sais, vu qu'on a les 24 heures, les sur 24 heures, avec une zone jour et une zone nuit.
Donc il y avait un peu trop ce truc presque aviation, tu sais, secteur dial un peu. Exactement. Et du coup, je montre ça un peu à tout le monde. Et nous, quand on bosse sur une collection, donc je bosse dessus à fond, je présente ça aux gars, mais surtout, je présente ça à tout le monde. Je présente ça à Jade, je présente ça à Ben, je présente ça à Basile, je présente ça donc à Adeline qui était là avant, etc. Et comme ça, on a les avis de tout le monde, on échange tous ensemble. Ouais, ça, je kiffe, ça, c'est vraiment pas ouf, etc. Je continue. Vient l'idée des index appliqués. Ouais. Qui sont très beaux. Qui arrivent et qui, en fait, me sont venus de. Alors, je voulais pas. Comme des points cardinaux, un peu, quelque part. Un peu ça. Les repères les plus importants sur une montre 24 heures 6, 12, 24, 18. Et je voulais pas vraiment du vrai breguet. Tu sais, il y a le vrai breguet. Bien sûr. Il ressemble un peu au breguet, hein, mais ils ont été retravaillés. Parce que je voulais qu'on se base un peu sur l'écriture. Après, m'est venue l'idée de comment transmettre du coup à travers. Donc Paul Éluard dans la montre. Et m'est venue l'idée de l'écriture de Paul Éluard. Donc je commence à regarder plein d'archives de poètes, de comment il écrit, etc. Je vois qu'il écrit un peu en Italie, il écrit un peu vraiment penché. Je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Donc je pars sur ces index appliqués et sur ce chemin de fer avec les 24 heures aussi qui sont un peu en italique. Un peu en italique aussi. Exactement. Et surtout, j'avais envie de mettre midi et minuit en toutes lettres. Sur le cadran, donc en haut, midi et minuit, tout simplement, plutôt que de remettre encore des chiffres. Ça met encore plus de poésie, comme chez Serica avec la 8315 ou oui, c'est vrai. Antéméridien et postméridien. Ah bah oui, ils ont antéméridien et postméridien, c'est vrai. Et ça, c'est trop cool. Et bah ça, par exemple, c'est tellement bien, quoi. Et j'adore ce genre de pièces où on laisse vraiment s'exprimer plus le texte, tu vois, que des chiffres. Et là, je suis parti là-dessus. Et on est arrivé à un cadran qui était plutôt harmonieux, plutôt sympa. De notre point de vue, après on ne sait pas comment ça va être encore accueilli, mais du coup voilà, on s'est arrêté là-dessus. Alors 2 versions, 4 versions au total, mais 2 boîtiers argent. 2 grandes familles en fait. Ouais, voilà, 2 boîtiers argent, 2 boîtiers or rose, et avec cadran bleu nuit, un cadran un peu plus blanc lin, avec une belle aiguille qui a nécessité aussi énormément de taf sur l'aiguille, on le voit. Hein. Sur le brossage d'un ça côté, ça me fait cool. plaisir. On voit vraiment qu'il y a du taf sur l'aiguille. Ouais, l'aiguille, il y a eu plusieurs mois de taf. Ouais, ça me donne pas. On en a qu'une, donc faut pas l'arrêter, faut la faire vraiment bien. J'en avais dessiné quelques-unes au début, c'était pas ça. Et après on testait, et là la dernière est vraiment cool. Elle est légèrement béquée, tu vois, elle a un petit bec. Elle a un petit bec, elle est contrebalancée, donc c'est beau, c'est pas juste une aiguille qui part vraiment du centre. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment chouette. Et elle arrive quand même, parce que toujours comme je te disais tout à l'heure, le mono-aiguille, c'est à la fois hyper intéressant, parce que c'est original, ça change, on sort un peu des sentiers battus, on essaie de proposer des choses un petit peu nouvelles, et à la fois, c'est une contrainte de design. Quand t'arrives et que carrément, c'est un cahier des charges qui est pas le même. Hein. Ah bah, j'ouvre un fichier, je me dis, je n'ai droit qu'à une seule aiguille pour indiquer, l'heure, les minutes, ce que je veux, mais en tout cas, j'ai droit qu'à une seule aiguille. Et du coup, là, ça change tout, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et l'idée d'un régulateur vraiment avec un cadran heure, un cadran minute, ça s'est jamais imposé à vous, ce genre de choses? Ouais, si, le régulateur, alors la plupart des régulateurs maintenant, il y a plusieurs aiguilles. Oui. Donc, est-ce que c'est un cap qu'on passera? Je ne sais pas, de vraiment intéressant aussi. Venir ajouter une aiguille, mais là, ce qu'on travaille pour plus tard, mais c'est en cours, c'est qu'on réfléchit à une heure sautante. Ah ouais. Et là, l'heure sautante, on pourrait se permettre de la faire. Ça serait cool, ça. On est gentiment dessus. Ça a commencé récemment. Cool, une heure sautante. Mais c'est pas facile. Avec un beau guichet là et tout là. C'est vraiment pas facile. Ça serait beau, hein. Tu me fais saliver là. On verra. Mais non, c'est vrai qu'on en parle depuis un petit bout de temps. J'avais montré ça aux gars aussi. Parce que pareil, tu vois, avec Tim, Guillaume, on bosse ensemble énormément et souvent je leur montre des choses que moi je vois via mon petit horloger, via tout mon background un peu plus vraiment tech horloger et tout. Et je leur fais découvrir un peu l'heure sautante, comment ça fonctionne. Il y avait des anciennes Breguet et tout. Breguet avait des heures sautantes sur 24 heures. Donc le disque avait vraiment les 24 heures de la journée. Bien sûr. Et ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Avec les disques antagonistes, etc. Exactement. Et du coup, mon rêve, c'est de réussir à refaire ce genre de choses. Mais c'est pas si facile que ça. J'aime bien Breguet ici, j'ai l'impression. Moi, j'aime beaucoup Breguet. Qui n'aime pas Breguet, tu me diras. C'est compliqué. C'est quand même. Moi, j'aime beaucoup Breguet. Et du coup, effectivement, j'aimerais beaucoup compter sur ce projet. On est dessus, donc on verra. Mais pour le moment, effectivement, la Paul.
La Paul Éluard, qui apparaît au recto, qui apparaît au verso aussi. Oui, tout à fait. Très bonne transition, parce qu'au dos de la montre, je voulais qu'on travaille quelque chose d'un peu nouveau. Donc on a un fond vert saphir. Bon, on en retrouve un sur la Jules, qui est légèrement bleuté, parce qu'on voulait garder notre couleur et tout. Là, il est assez neutre, mais on a donc les petites gravures. Il est fermé par 4 petites vis, donc il y a un petit côté un peu plus sympa aussi, je trouve, que juste un fond vissé classique. Et on a surtout la masse du mouvement. Le mouvement, c'est un 90-75, donc GMT de chez Miyota. Très bien. Ouais, franchement, non, mais moi, Miyota, c'est... Non, mais bien sûr. Et alors là, c'est d'autant plus la série 9000, qui est vraiment... Ça permet d'être cohérent en termes de prix aussi. Exactement. Et d'avoir un rapport prix qui est très cool. Ouais, c'est ça. Ça permet de sortir des pièces. Nous, le but, c'est vraiment de rendre accessible un peu à tout le monde, à celui qui a envie de se faire plaisir, la montre monnaie aiguille, donc quartz bien évidemment, mais mécanique. Et de là, avoir un design un peu plus accessible pour monsieur tout le monde, et de se dire, il y a une belle dress watch monnaie aiguille qui vient de sortir, elle est abordable, et le calibre a vraiment fait ses preuves pour le coup. Et on a gravé... pareil, j'essaie de taffer tous les détails, donc l'aiguille, la couronne aussi, on en reparlera après. La couronne, elle a un petit truc sympa, et je me mets sur la masse. Et je me dis, mais cette masse, on va pas la laisser comme ça. Puis tu vas pas juste marquer Gustave et compagnie. En fait, c'est ça. On va pas faire une tour Eiffel, on va pas faire un truc, on va pas écrire Paul Éluard. Donc je réfléchis, je teste des trucs. Au début, j'avais testé avec midi, minuit, des choses comme ça. Et je fais, bon, je trouve pas. Et là, j'appelle le graveur, donc pareil, qui est à Besançon. Et je dis, je t'envoie un fichier, teste le mieux possible que tu peux, parce que c'est complexe. C'est pas très grand comme surface. Oui, c'est très petit. Et je lui dis de tester cette gravure, il met dans la machine, il teste, et là, il me ramène une série de masses. Et je fais, mais waouh! Je fais, en vrai, alors tu vois, ça peut paraître, il y en a qui vont se dire, ouais, ça va, c'est pas non plus. Mais moi, vraiment, quand je regarde, je me suis dit, putain, ça change, ça fait plaisir. Faut vraiment se rendre compte quand on développe, et je suis au contact évidemment de beaucoup de créateurs, que ça paraît bête, mais entre l'idée qu'on a dans la tête et ce que ça va donner en vrai quand ils reçoivent les protos, ils prennent dans un sens ou dans une autre une claque, systématiquement. Tout à fait. Dans un sens ou dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, c'est dans le bon sens. Ça marche dans les deux sens. Mais là, c'était dans le bon sens. C'est dans le bon ça sens. Permet vraiment de voir ce que ça donne, parce que on peut dire, oui, il a mis le texte, super et tout. Oui. Non, parce que là, vous mettez un morceau du poème. Oui, c'est ça. On a gravé, en fait, j'ai pris le poème, on l'a fait, donc ce poème, déjà, on l'a fait rédiger par Guillaume, qui a réussi à imiter, alors ça a été plusieurs heures de taf, mais qui a imité l'écriture de Paul Éluard au mieux qu'il pouvait, et qu'il l'a interprété. On l'a réécrit le poème complet, on l'a d'une part mis, mais je t'ai même pas montré, mais on l'a mis dans le packaging, et le dos de la masse, du coup j'ai pris ce bout de poème que aussi Guillaume avait rédigé, et j'ai essayé de le mettre au mieux dans la masse pour voir ce qu'on pouvait en sortir. Ça reste abstrait parce que c'est plus ou moins lisible, on lit 4, 5, 6 mots comme ça. Mais il faut que les mots soient les bons mots. C'est ça, c'est compliqué. Il y a le mot vraiment de la fenêtre, de la lumière, etc. Mais après, pas si facile, mais le résultat est quand même là, on est super content. Et c'est vrai que je l'ai montré à quelques personnes, et quand ils la retournent, ils font, mais excellent. C'est cool ça. Parce que c'est vrai que au final, là, j'étais hier avec une personne à qui je présentais les montres, qui n'avait jamais trop vu ce genre de gravure en tout cas. Il y a plein de choses, il y a plein de belles marques qui font plein de belles choses, bien sûr. Mais là, autre que juste le nom de la marque, etc., vraiment un texte complet, puis on vient couvrir l'ensemble de la masse. Avant, je mettrai en photo, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que on peut se dire facile, non, parce qu'il faut qu'il y ait les bons mots, la bonne longueur, pas que les mots soient coupés, c'est mieux que quiconque. Et avant, surtout, ça a du sens, parce que si tu mets les mots, si tu mets à la fin, au revoir Paul Éluard, voilà. non, on essaie de trouver les bons mots. C'est qui lui? Et surtout, effort qu'on a fait, qui est parfois que plein de marques ne font pas, j'ai remarqué, c'est d'effacer les mentions sur le mouvement. C'est un détail, c'est vrai. Mais je me voyais pas graver ce texte en ayant encore les mentions. Quand tu achètes des mouvements chez Miyota, c'est des mouvements à un certain prix, mais qui restent abordables à un certain prix quand même. Encore un très bon rapport qualité-prix en tout cas. Super rapport qualité-prix, qui ont des mentions. Bien sûr. Japan, Miyota et la référence. Et plein de marques les laissent. Même avec du fond vert. Tout le monde le laisse en fait. Il y en a beaucoup. Bon, fond fermé, c'est pas gênant. Quasiment tout le monde le laisse. Mais là, fond vert saphir, je me suis dit, je vais graver le texte. En plus, c'est un sablage en général, là où il y a marqué les trucs. Donc ça se voit encore plus. Enfin, c'est encore plus. Et puis c'est en noir, ça ressort. Tu vois que ça. Et là, je me dis, non, mais là, c'est. Je me dis, si on fait graver le texte, c'est impossible. Faut pas qu'il y ait ça. Ça va tout casser. Et par chance, le graveur a fait sauter. Donc en seconde montre, vous recevez les mouvements. On reçoit les mouvements, ils sont quand même estampillés Miyota, etc. Bien sûr. Le graveur arrive à effacer ça et à regraver par-dessus le texte. Et donc, t'as vu, l'effet est top parce qu'on ne voit rien. Non, c'est propre. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais
au moins le Le résultat. diable se cache dans les détails. Et Exactement. en parlant de détails, la couronne, tu voulais nous en parler? La couronne, il y a eu pas mal de taf aussi. Premier proto, elle sortait un peu trop, ça me plaisait pas, etc. On l'a retravaillé. Et en fait, en la faisant, je voulais trouver un petit truc sympa. Je voulais pas un molletage trop fin, pas trop large, etc. L'idée est pas... voilà, mais je me dis, je vais la tenter sur 24 crans, le molletage, pour faire les 24 heures. On fait des tests, on fait partir ça en proto. C'est compliqué de s'en rendre compte, c'est des petits détails comme ça. Que c'était... Mais c'est vrai que... Et du coup, il y a uniquement 24 crans sur le molletage pour représenter les 24 heures dans la journée. Le mec est fou, quoi. Ouais, j'aime bien aller dans les détails. Ah ouais, c'est cool ça. D'accord. Donc il y a vraiment du détail partout. Et voilà typiquement ce qu'on peut pas savoir quand on vient pas vous voir. Exactement. Quand on écoute pas le podcast justement là-dessus. Enfin, voilà, chose qu'on peut pas deviner là-dessus. Fluctuate Neck Mergitur. C'est ce que tu mettais avant, sur laquelle tu mettais ça. C'est ce qui est encore sur la Jules. C'est sur la Jules. C'est Mergitur, ouais. Voilà. Tu connais un peu la devise? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a des fois qui me demandent et tout, et donc devise de la ville de Paris, il est battu par les flots mais ne sombre pas. Bien sûr. Et là, ça match à la perfection avec la Jules. Ouais. Donc c'est sur la masse oscillante de la Jules. Exactement. J'ai vu ça. On a une personne en commun qu'on connaît qui m'a montré ça hier. Ah oui, du coup oui. je vois. Oui, elle les avait, oui. Tout à fait. Et elle m'a montré ça très fière. C'est trop cool. François aime beaucoup les détails. C'est les détails qu'elle m'a dit, etc. Et même quand elle est venue voir la Marie, tout ça, elle adore ça. Petits détails cachés. C'est toujours bien d'avoir. Il faut quand même avouer que les femmes ont un don pour voir les détails que nous n'avons pas. Tout à fait. Non, mais c'est trop bien de voir ça. C'est une sensibilité qu'on n'a pas là-dessus, et souvent elles arrivent à voir ce qu'on ne voit pas. Exactement. Et donc c'est bien de pouvoir benchmarker et de voir avec des choses comme ça. C'est ça. Donc le kick est quand alors? Alors le kick le 14 mars. Pendant 30 jours, ça fait à peu près jusqu'au 13 avril, je crois. Et après, nous, on va gentiment attaquer là. Je sais même pas quand sort l'épisode, on verra. Il va être en février, là, oui. Ouais, ok. Et on sort donc le kick 14 mars. On va commencer, nous, à teaser gentiment, parce que là, toi, tu as la chance de l'avoir vu réellement. Là, c'est un podcast, donc ça va, on en parle, les gens, ils vont pouvoir se... Franchement, et ton bracelet? Ah, alors attention, c'est pas le bon. C'est con parce qu'il est mortel, franchement. Mets-le, celui-là, je l'adore. Et tu fais bien parler. Il est beau. Je citerai pas la marque, mais hop. D'accord. Ouais. Non, et c'était pour faire un test. C'est très bon. On le sort, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du bracelet, mais le bracelet, on sort un bracelet croco. Donc en cuir de veau. Mais pense-y à un bracelet comme ça, peut-être, non? T'inquiète, c'est dans les. Parce que un petit peu façon Hermès. Ouais, c'est vrai, il y a un côté. Puis les surpiqûres jouent beaucoup aussi. Ouais, c'est très joli. Mais je suis pas surpris. C'est très joli. Et du coup, ce qui est sympa avec le podcast, c'est que là, les gens, ils vont pouvoir se l'imaginer, tu vois. Ils vont pouvoir se dire, mais putain, à quoi ça va ressembler? Ils vont pouvoir voir sur Insta. Alors sur Insta, on mettra des petits indices. Bien sûr. Et nous, on est en train de à partir du 9 février, on commence gentiment à communiquer dessus, à teaser. C'est vers ton anniversaire, ça, non? Oui, c'est ça. T'es de quel jour, toi? Moi, je suis le 7 février. Je suis du 8. Mais non. Si, non. Excellent. C'est cool. Putain, excellent. Donc voilà. Donc ça vient. Ça va venir là. C'est ça. Elle sort à quel prix? Elle sort. Alors, le prix final de cette montre, on est à 890 €. Oh, ça va. Ouais, ça va. Franchement, on a fait notre max. On se pose pendant longtemps, on réfléchit au prix, à tout ce qu'on a. On est sur du verre saphir, en vêtements anti-reflet des deux côtés, verre saphir au dos. Non, il y a beaucoup de travail. Le cadran est un cadran émaillé. Franchement, très réussi. Un bracelet ou deux bracelets sur celle-là? Alors, un bracelet. Les deux bracelets qu'on a créés, bracelet vraiment veau, cuir croco et boucle déployante. Première fois aussi chez Gustave. J'ai vu, trop bien. Ouais, on voulait un truc qui, ça match avec l'élégance, la boucle déployante, tu vois. Donc on voulait papillon de toute façon. Oui, papillon, exactement. Donc on voulait quelque chose de simple mais efficace comme ça. Et donc prix public, c'est ce que disait 890 € TTC. Et ensuite sur Kickstarter, bien évidemment, le but c'est que les gens, viennent adhérer au projet, viennent découvrir tout ça et participent. Les 100 premiers, on est à 590 €. Ah ouais. Avec les gravures, l'entrecorne. Au niveau de l'entrecorne, la montre sera gravée. Marqué merci. Il est marqué top. Super, merci pour tout. Non, trop petit, mais il y a marqué le numéro. Tout simplement numéro 000/100. Donc les 100 premiers, on est à 590. Et une fois que les 100 premiers sont partis, on est à 690. Donc on arrive à faire... c'est hyper compétitif. Ouais, on essaye. On veut diffuser vraiment cette vibe horlogère, faire connaître aussi. Cette mono-aiguille. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur et on veut vraiment le diffuser à un grand nombre de personnes et que les gens puissent porter au poignet. À la base, en plus, c'est vraiment les prémices de la lecture de l'heure.
c'est du mono aiguille. Bien sûr. Et du coup, on a envie que ça perdure et que ça se fasse, et que ça reste abordable. Meistersinger font des très belles choses, mais on est dans des niveaux de prix qui sont encore ailleurs. Meistersinger, moi j'ai toujours eu du mal par contre sur un truc clairement. C'est le verre, qui donne une espèce de reflet sur le côté que je supporte pas en fait. Tu comprends ? Oui, non, mais je vois totalement. Moi, j'aime certaines montres de chez Meistersinger. Le verre, pour moi, c'est un red flag. Mais même dans les designs, des fois, je trouve que c'est très très simple. Tu vois, je pense qu'il pourrait. J'ai jamais été grand fan de Meistersinger, je t'avoue. Ouais, je peux comprendre. Parce que le côté, vraiment la forme du verre fait que sur le côté, tu vois, ça donne une vision qui est pas hyper valorisante, je trouve. Oui, je trouve aussi. Ils ont souvent des beaux cadrans, par contre, mais c'est voilà. Et ils ont quelques complications. Ils ont quelques mais c'est une belle marque. Ils ont une sonnerie au passage, je crois, des petites choses sympas. C'est une très jolie marque, mais c'est pas une marque qui me parle à moi en fait. En termes de certains éléments de design qui pour moi sont. Enfin, moi j'ai des trucs où c'est pas possible. Ça passe comme ça casse. Et là vraiment, tu vois, en mono aiguille comme ça, la tienne, franchement, ça rentre très bien. Alors, on mettra du teaser avant puisque tu vas lâcher le truc au bon moment, mais c'est très réussi, je te le dis sincèrement. Franchement, ça me fait plaisir parce qu'on essaye d'avoir un peu des retours, donc merci beaucoup. Et puis j'ai passé là un an. On va pas être loin de l'année et demie, je pense. Le temps de l'idée et puis de tester, de tout faire. Là, en plus, c'est vraiment les tout derniers protos. Qui vont être la prod, en gros ça va être ça. Donc ça y est, de toute façon tout est arrêté globalement. Là tout est arrêté, tout a été validé, maintenant il n'y a plus qu'à lancer quoi. Cool. Donc voilà. C'est beau tout ça, le projet. La marque avance bien, c'est cool, hein, franchement. Tu voulais rajouter des petites choses sur l'évolution de Gustave ou on a fait un bon tour déjà ? Non, on a fait un beau tour. Là après dans l'évolution, non, comme je te disais, on essaye de mettre tout notre cœur dans ces projets-là, dans ces projets mécaniques, tout en gardant les collections quartz, parce que l'air de rien, ça permet aussi la quartz de rendre abordable le mono aiguille à des gens qui veulent se faire plaisir, qui veulent tester pour la première fois les montres mono aiguille. Venez les essayer. Venez de rue Bénard dans le 14. Je suis là, je vous fais un petit café, on se pose. Et je concept à nos amis de chez Serica. On est beaucoup à offrir des cafés maintenant. Mais c'est cool. Si vous voulez une matinée café, mais non, c'est vrai que c'est bien. C'est toujours tellement cool de pouvoir échanger là-dessus, de les essayer. Mais parce que alors là vraiment on est sur des montres qu'il faut vraiment avoir essayé pour se faire une opinion. Oui. Ou en tout cas avoir vu. Mais voilà, donc je vous invite à le faire vraiment si vous pouvez. C'est très accessible. On a fait un bon tour. On va sur toi et tes goûts. Ça te va ou pas sur tes goûts perso ? Ça me va totalement. Ta première montre, toi ? Ma première montre. Alors si je prends ma première montre mécanique. Je vais celle qui pour toi résonne. Parfois c'est pas forcément une mécanique. Alors ok, c'est bon. Elle, tu sais que ça y est, j'ai vu ta tête. Oui. je la cherchais depuis. Tu m'avais envoyé un petit peu, on avait parlé. Bien sûr, je cherchais, mais je dis mais attends, mais qu'est-ce que je vais donc je vois la première mécanique et après je me dis mais il y a eu avant. Et là elle vient de revenir. C'est cool en live. Non mais vous allez rigoler. Hein. C'était très très simple. C'était une montre que j'ai poncée, qui était une montre de chez Decat. Petite montre affichage Octania, un truc comme ça, un peu affichage digital et tout. Et cette montre là je l'ai portée quand j'étais petit, vraiment à fond. Je kiffais. C'est pas ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Et c'était ma première montre affichage digital. Après attention, les 20 balles, je me rappelle. Oui, c'était vraiment, mais t'avais l'heure, t'avais un chrono, j'étais refait. Et c'est ça qui après t'es là. Alors par contre depuis ce moment là je crois qu'on en parle après, mais je ne peux plus me passer de montre. T'avais quel âge quand t'as commencé à... Alors quand j'ai vraiment commencé après et que j'ai vraiment kiffé, comme mon père là m'a parlé, m'a présenté ma première montre vintage, la Lip, etc. Là j'étais plus sur les 14-15 ans, tu vois, j'étais déjà un peu plus grand et tout. Et après la première vraie méca qu'on m'a offert, ça a été une marque allemande, si je dis pas de bêtises, ou une bêtise, qui s'appelle Sternglass, qui est une petite marque qui maintenant a bien grandi, mais qui fait des montres, qui est des autos avec un look très épuré. Très épuré, Bauhaus, Paris, des trucs comme ça. Exactement. Et du coup, c'est une des premières montres méca que j'ai eues, avec pareil du Miyota 90-15, des choses comme ça. D'accord. Et je me suis dit, putain, très très cool. Et après, à partir de ce moment-là, c'était fini là. Voilà, c'était fini. Après, ça allait très très vite. Hein. T'es gros collectionneur qui va. Quand je dis gros collectionneur, tu es du genre à t'enflammer, à partir dans des délires ou Je suis du genre à. J'ai eu ma première montre méca et je pense que après, ça allait très très vite. 2 mois après, j'en ai acheté une autre. 3 mois après, encore une autre. Et ensuite, encore une autre. Et après, je pense dès que j'avais un peu de sous-sous, ça partait. Un peu long, tu partais. Ça partait là-dedans direct. Vintage, contemporain. J'ai mes périodes.
Je suis parfois 60-40, tu vois, plus vintage, mais en général, je suis quand même plus vintage. D'accord. J'aime beaucoup ce qui se fait. Je porte beaucoup. Surtout maintenant, il y a tellement de choses cool. Il y a énormément de choses. Ouais. Il y a des trucs super cool, des petites marques Guinness comme ça qui sortent. Qui revivent. Ouais, ou qui revivent, bien sûr. Nos amis de chez Nivada, chez Vulcain. Ah bah Nivada, mais laisse tomber. laisse tomber. Enfin, 2023-2024, Nivada, Non, mais ils ont fracassé. Hein. Guillaume nous régale. Ah ouais, Guillaume, Si tu écoutes. c'est buffet à volonté, Guillaume. C'est ça, non, mais totalement. Nivada, la Chronomaster et tout, la Chrono King là. Enfin, magnifique. Franchement, la F77, F77 qui est dinguerie. folle. Et puis à des niveaux de prix pareils. En fait, plus de 1000 balles. Hein. maintenant, on commence à arriver à des niveaux de prix hyper intéressants. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, donc plus vintage quand même. J'ai pas mal de vintage. Et la première vintage, ça a été une petite montre que j'ai chinée. Et après, c'est là que j'ai commencé à chiner encore plus, à aller sur des sites, sur eBay, sur machin, et puis même à aller me balader dans des brocantes et tout. Ouais. C'était une Omega Seamaster 600. Ah, cool. Donc ça, très très cool, et que j'ai encore, qui est vraiment top. Et après, plein de petites choses. Enfin, franchement, non. Mais tu continues à acheter, vendre, conserver, ou tu t'es un peu calmé quand même? J'ai du mal à te séparer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Ah, Ah ouais, je suis team. T'es team conservation. De ouf. Non, je suis team vraiment. Accumulation. Ouais, je suis team. J'ai ma montre et je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu vois, je la revends, puis il y a ça qui me plaît, mais si je vends pas ça, ça va être chaud. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah ouais. Je s'endette. Non, quand même pas. Non, je revends. Après, tu vois, j'arrive à passer le cap, à me dire, bon, allez, au revoir, bisous, elle est partie. Après, si tu portes pas, ça dépend. Non, mais c'est ça en fait. Déjà, on peut pas tout porter. Et puis, il y a des montres, parfois, au début, tu te dis, je la porte pas, mais j'ai pas envie de la vendre. Ouais, non, mais c'est bon, mec, il y a un moment, ça va. Ouais, bah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une petite montre là, et je me disais, donc je la porte pas du tout. Ouais. Vraiment, tu sais, quand tu commences à dire, bon, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas mis, ou 1 an, non, quand même pas. Mais ça fait 1 an et demi que tu l'as pas mis. Je me dis, bon, bah là, il était temps, et let's go, quoi. Ouais. Mais ouais. T'as une pièce qui a compté ou qui compte pour toi particulièrement? C'est vraiment un truc où, tu sais qu'elle est dans la collecte et de temps en temps, tu la ressors et t'es tellement content de la ressortir. Bien sûr. J'ai une Lip Himalaya. Qui est assez récente, hein, mais qui a quelques années quand même, qui était à mon père. Tu sais, mon père était un peu monte, mais sans plus. Mais il s'était fait plaisir et il avait acheté à Besançon en se baladant une Lip Himalaya. Ouais. Et du coup, je l'ai. Elle me c'est beau, c'est l'époque, elles sont belles quand même. Exactement. Ouais. Donc non, celle-ci, je la garde précieusement et non, j'adore. Donc cette Lip Himalaya là, ouais, franchement, petit chrono très sympa. Lip, grosse marque, intéressez-vous à Lip, franchement. Bah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont éclipsé Lip, j'ai l'impression, et qui n'ont pas réfléchi. Puis encore une fois, j'en parlais récemment, l'image de Lip était un petit peu floue parce qu'il y a eu de tout, il y a eu à boire et à manger. Les gens comprennent pas en fait, c'est un peu le positionnement. Attends, il y a eu des montres à 50 balles, il y a eu des montres à plus, il y a des montres. Non mais c'est ça. De la vraie horlogerie, des trucs de merde. Enfin, pour parler clairement, il y a eu de tout, franchement. Ah mais oui, il y a eu vraiment de tout. Il y a eu une sale période. Alors que déjà, je trouve qu'ils commencent à ressortir des choses quand même qui sont là ils arrivent vraiment en force. Cool. Ouais. Ils arrivent en force, ça va faire mal. Dans un genre différent, ça me rappelle un peu le comeback de Yema il y a quelques années, tu vois. Mais tout à fait. Mais Yema, pareil. Là, même combat, quoi. Là, on est sur du manufacture. Ça commence à sortir le CMM20, le micro-rotor. Ouais, c'est magnifique. Non, là, ça commence vraiment. Ça commence à être vraiment cool. Là. Ouais. Et je trouve que voilà, Yema, c'est pareil. Il y avait un positionnement qui était un peu compliqué, des rachats. Oui, des rachats, puis même des parties Friday énormes, des soldes du fou. Des gammes très larges, des diamètres what the fuck et tout. Et là, ils sont repartis des trucs avec des gammes en reprenant, mais en réinventant l'histoire. Non, c'est très cool. Je suis fier de cette marque maintenant parce que c'était une très très belle marque, années 60-70. Bien sûr. C'est une marque de fou. Navigraph, toutes ces montres-là, magnifiques. Ouais, c'est vraiment très beau, donc bravo. Et je trouve que Lip est en train de reprendre le même chemin. Et intéressez-vous aux vintage qui sont encore très abordables. Très 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 belles choses. Moi, j'ai beaucoup de vintage Lip. Quelques centaines d'euros, vous faites un plaisir, un kiff. Totalement. Vraiment, c'est incroyable. Donc, t'arrives pas à te séparer des montres, c'est marrant ça. Non, j'ai quand même du mal à me séparer des montres. Les vintage, tu vois, ma première. Bon, après, c'était la première vintage de l'Omega, donc je l'ai toujours, je pense, je la garderai toujours. Et là, tu vois, je cherche encore, même si je parle beaucoup de vintage de plus en plus sur mon petit horloger, j'en cherche même moi-même, là, tu vois, je cherche une petite Cartier Tank, un petit truc sympa comme ça, que j'aimerais absolument avoir dans ma collection. Donc là, je suis en train de chercher ça gentiment. La jolie Paul Router que tu as au poignet aussi, ça j'adore. Ça fait clairement pas facile à trouver propre. Ouais, non, c'est pas facile. Et puis c'est maintenant.
ce qu'on disait. C'est ce qu'on dit, c'est dans les 12 mois glissants, les gars. Parce que, là, après, c'est ciao. Après, avec Breitling. Après, vous irez chez Universal ou chez Rolex, même combat, quoi. Les mecs vont dire, ok. Liste d'attente. non, on exagère, mais en tout cas, c'est vrai que ça monte gentiment. Après, c'est des montres qui sont quand même folles et encore à peu près abordables. Ouais, tout à fait. Faut y aller, quoi. Et faut pas hésiter, encore une fois, comme je le disais beaucoup, mettre un tout petit peu plus pour avoir de la qualité. Parce qu'il y a beaucoup de merde, attention. Exactement. Et c'est ce qu'on disait. Les petits billets en plus. Les gens maintenant arrivent quand même à faire ce pas, tu vois, de se dire je m'arrête pas à un budget, vraiment, je peux mettre un peu plus. Enfin, exactement. C'est comme quand tu vas acheter, je dis n'importe quoi, tu vas chez Apple, tu vas prendre un Mac, tu vas acheter le Mac, tu regardes, tu vois, pour un peu plus, t'as vraiment le truc de fou. C'est ça. C'est pareil, les montres, faut vraiment se dire, encore plus même les montres mécaniques, faut pas se faire avoir, donc faut mettre le prix quand même. Oui, puis là, si t'es sur du vintage, de l'occasion, chaque produit est différent. Chaque produit a une histoire, c'est montre en 70 balais. Donc faut vraiment. Faut faire attention. Faut pas y aller sans lumière, quoi. Ouais, exactement. Faut faire attention à ce qu'on achète. Hein. De manière générale. Elles ont été rincées. Généralement, les Paul Router, elles en ont quand même pris plein la gueule. Enfin, 70 ans, quoi. Non, c'est énorme. Avec toutes les périodes à la con qu'ils ont pu avoir, avec tous les horlogers qui sont foutus à une époque. Oui, qui changeaient tout et n'importe quoi. Ouais, les aiguilles, t'occupes. Ouais, t'inquiète, j'ai mis des belles aiguilles. Lollipop, t'as déjà vu, non, sur une. Joli, hein. Ça cartonne. Je t'ai fait une sub. Pas le router sub, mais. Sub-router, tu vois. Ouais, mais différente encore. Tu vas voir, c'est cool. Alors, tu m'as un peu répondu, je pense tout à l'heure, s'il devait t'en rester qu'une en daily. Alors, c'est peut-être pas vraiment la même. Tu parlais de la Lip Himalaya, c'est peut-être pas en daily. Ouais. Qu'est-ce que tu garderais, toi, si t'avais une daily que tu aimes bien porter? C'est vrai. Sans trop te poser de questions. Tu te lèves le matin. Ça, je me lève le matin. Ce que je porte énormément au daily, c'est une plongeuse. C'est une Aquascape, c'est Baltique. Elle est cool, ça. Et je la ponce. Elle est en long, en large et en travers. Le cadran est tellement. Bracelet grainerie. Bien évidemment. Est-ce que c'est ça qui a orienté, j'ai peut-être une grosse connerie, le bleu brossé circulaire de la Jules, justement, ou pas? Non, même pas. Même pas, parce que moi, j'ai... C'est un très beau cadran bleu. Moi, j'ai la version... j'ai même pas la version cadran cadran ensoleillé. Non, j'ai la version... les index un peu old radium, cadran grainé noir. Ah, d'accord. Donc j'ai cette version-là. Elle est très belle. Donc, mais effectivement, c'est vrai qu'ils ont une bleue. Et non, même pas ça. Du coup, ça n'a pas inspiré, mais elle est très très belle aussi. La version bleue. La version bleue, elle est incroyable. Et là, c'est ma préférée. Comme ça, tu me parles de daily et tout. Moi, je me lève le matin, je mets énormément la Aquascape. Sur acier, sur grainerie. Sur grainerie. Et parfois, je me chauffe sur cuir. Ça passe aussi très bien. Ça va bien. C'est une belle montre, franchement. Ouais, non, très très cool. C'est un truc abordable. Hyper abordable, hyper beau et ça va tout seul, quoi. 2023 a été quand même hyper riche. Enfin, des sorties, il y en a même. C'est même déroutant tellement. C'est assez fou. C'est une dinguerie. 2024, c'est parti pleine balle, pareil. Est-ce qu'il y a une montre en 2023 ou même début 2024 qui t'a marqué, qui pour toi a été un truc important et qui restera un petit peu dans la mémoire comme ça pour toi? Ouais. 2023, c'était pas facile. Il y a énormément de choses. C'est pour ça. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Et moi, je suis fan de beaucoup de montres. Après, j'ai mon esprit critique. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Ouais. Mais récemment, il y a vraiment une marque où je me suis arrêté. Et j'ai eu ce déclic de fou où je pensais que ça valait, je sais pas, je veux dire, 7-8 000 balles. Ouais. Et j'arrive sur le site et je vois qu'on est à 1009. Et je pense pour moi que ça risque d'être une de mes prochaines montres. Ouais, j'ai pris une vraie claque et c'est Raymond Veil. Ah oui, d'accord. Et c'est la millésime, petite seconde. Et j'ai halluciné. Franchement, j'ai surkiffé. Ouais, tu pourras mettre en photo. J'ai surkiffé cette montre. Et je sais pas, dingue, je la voyais. Ouais, finition dingue. Le verre, la forme du verre, le cadran, etc. Le fond. C'est un mouvement relativement simple. Je crois qu'on est peut-être sur du Cellita ou. Mais je sais pas, j'ai adoré cette. Alors moi déjà, je suis très fan des petites secondes. Attention. C'est beau, hein. Ouais, les petites secondes, moi, c'est mon dada. Côté Patek, un peu, ça. Peut-être. mais du coup, non, franchement, quand je suis tombé sur cette montre, et je sais pas pourquoi, je m'attendais à. Ouais, un Raymond Veil, je connaissais pas tant que ça la marque Raymond Veil. C'est d'ailleurs un des, entre guillemets, problèmes de ce genre de marque, c'est le positionnement. C'est-à-dire que les gens les calculent pas, en fait. Non, exactement. Et moi, je le calculais pas trop, et je me disais, ça doit être hors de prix. Et là, je tombe dessus et je vois ça, je fais, ok, folie. Je me demande pas s'il y a eu un GPAG d'ailleurs pour. Il y a eu quelque chose avec cette montre. Ouais, mais on la mettra en photo de toute façon sur l'Insta. Ouais, c'est cool. Et puis c'est pas, voilà, tu me sors pas le truc de tout le monde, c'est bien. Non, ça. Et récemment, 2024, ça s'est passé là très très vite.
C'est la Zénith. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. J'étais sûr. Tu l'as posté d'ailleurs. J'en ai posté hier. La Zénith triple calendar. Qu'est-ce qu'elle tue. Pété un câble. Qu'est-ce qu'elle tue. Moi, de base, j'aime beaucoup Zénith, mais je suis comme ça de loin Zénith, etc. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais, mais attendez, c'est quoi Aiguille or et tout, t'as vu? Ouais, aiguille or rose. Et la phase de lune qui fait tout aussi. Hein. La phase de lune qui est dans le sous-compteur de 6 heures. Les deux petits guichets qu'on retrouve sur beaucoup de Chronomaster. Exactement. Enfin, et du coup, j'étais comme un fou. Donc, là, c'est une complication. Enfin, c'est vraiment. Ouais, là, on est sur de la vraie belle pièce. Là. Ouais, c'est très très beau. Bon, on est sur du prix du coup qui va avec. On est sur 14 000 euros. Ouais, mais va chercher un quantième ou un truc genre là. Dans des manufs, ouais, dans d'autres manufs, c'est pas 14. Hein. Et je dis 14, ils sont morts de rien. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que le triple calendar, pareil, ça fait partie de mes montres préférées. Je te parle de petites secondes, etc. Ça fait partie de mes montres avec complications préférées. Et je trouve qu'il y a ce côté QP de l'entrée de gamme, c'est le QP abordable du mec, tu vois. C'est très beau. Ouais, et du coup, j'adore ça. Et même en vintage, il y en a énormément que je regarde un peu de temps en temps. En Chronomaster, il y en a très belles. Hein, ouais. Et c'est hyper abordable. Hein. Ouais, ça se fait. Ton trou va selon entre 3 et 5. Quoi. Ouais, c'est ça. Belle, quoi. C'est beau, hein, franchement. Donc, non, franchement, ouais, très belle du côté de chez GGR, t'as des belles choses comme ça aussi. Ouais, GGR, totalement. Mais à moins de 5K, t'as des trucs de fou. Ouais. Il y a des très très belles choses. Et c'est vraiment une complication que j'aime beaucoup. Le fait d'avoir, d'un seul coup, tu regardes ta montre, hop, le jour, la date, le mois, l'heure terminée. C'est hyper beau. Et c'est vrai que ces marques-là, comme GGR, comme Zénith, comme des marques comme ça, tu peux te faire un plaise pour moins de 5K sur des trucs qui sont incroyables. Alors que les modèles neufs en boutique valent le triple, quoi. Ah, mais c'est ça. Et là, c'est un vrai kiff. Exactement. D'avoir une petite partie comme ça d'histoire. Ouais, c'est incroyable. Ça me fait une belle transition sur ce que tu prendrais. Budget 1000 euros. Tu prends ce que tu veux. Me dis pas une Gustave, hein, s'il te plaît. Budget 1000 euros. Une Paul, hein. Le mec, tu sais. T'as 1000 balles. Tu peux en prendre 2 hein, ou 3. Tu peux en prendre. Ah, ok. Tu peux prendre. T'as le droit de prendre une Orient, une Moonswatch et puis une Seiko, si tu veux. J'ai 1000 balles. Vraiment. Sirica, la 61,90. Ouais, la 61,90. Là, la toute dernière, cadran californien. Je préfère. Mais je préfère. Cadran californien, pour moi, c'est le plus belle. Moi aussi, tu vois. Quand je les avais vus. C'est un no-brainer, le truc, c'est direct. C'est ça. Et là, tu vois, t'es pile à 1000 balles. Je crois que t'es même. Hop, il te rend une petite pièce. Il te rend 10 balles. Il te rend 10 balles d'argent. Tu peux te payer un café au retour pour aller kiffer ta montre dans le bar. Mais je partirai là-dessus. Et après, j'ai 1000 balles. Non, il y a des belles choses. J'aime beaucoup aussi, mais on est à poil au-dessus, je crois, la Sector Dial de chez Furlan Marie. Ah oui. Avec les cornes de, on est un peu plus, les cornes de vache. Ouais. J'aime beaucoup. Ce boîtier avec les cornes. Je crois, 1190. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà. Ouais. Je mets de rallonge. Tu l'achètes en gris. Voilà, mais j'aime beaucoup. Il dit que c'est bien et après tu lui fais vendre. Non, mais tu vois, c'est vraiment des montres pour 1000 euros où je pense dans les deux cas, l'autre t'as un G100 maintenant chez Furlan, chez Serica, je sais plus exactement, mais ils sont, c'est du suisse, hein, évidemment. Ouais, c'est du Soprod. Je me demande. Si. Sur la 6090, c'est du Soprod. Oui, et est-ce que, attends, non, parce qu'ils ont passé en Cosque là. Oui. Mais ils ont passé aussi les celles de terrain. Toutes sont en Cosque maintenant. Ah bah voilà, c'est ça. Toute la gamme. Donc t'imagines, pour moins de 1000 euros, ce que tu as au poignet. T'as été cosqué, t'as une belle étanchéité. Je crois qu'ils sont passés en 200 mètres, les filles, je crois. Bêtises. T'as un travail sur le cadran qui est dingue. Fou. Tu prends un bon petit bracelet, bon clip. Et puis on est bon. Non, c'est une super montre. Et le travail sur les cornes et le polissage des cornes. Non, franchement, à chaque fois, hâte de voir la suite de leur projet aussi. C'est très beau. Ouais, j'en parlais dans un question-réponse récemment. Ouais. Je rêve qu'ils fassent un petit chrono. Ah bah, ça, c'est la classique. C'est ce qui manque. Tout le monde a envie de ça. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque, ouais. Il faut un petit chrono un peu à la façon El Primero, tu vois, en gueule. Faire encore pas mal de choses. En disposition 369 comme ça. Ça serait fou. Bon. Ouais, ils doivent être dessus, je pense. Ouais. Il faut que je les chauffe. C'est ça, ouais. Après, je leur fais du chantage. Hyper intéressant, en tout cas. Et ta vision, alors, t'en parles pas mal, et c'est un petit peu, toi et moi, notre cheval de bataille aussi, d'aider les gens à constituer des collections, etc. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as 2-3 petits tips qu'on pourrait donner aux auditeurs? Quelqu'un qui démarre, moi j'ai beaucoup, et toi aussi je pense, beaucoup de gens qui démarrent, qui sont un petit peu, tu sais, en bas de la montagne, en train de dire putain, la montagne est haute et j'ai peur de faire une connerie. Ouais, d'acheter n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, les erreurs, il faut en faire, on est d'accord. Mais si on peut éviter d'acheter des conneries, c'est bien aussi. Totalement. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui démarre une collection, vintage ou contemporain d'ailleurs, les petits points de vigilance, les petites choses à faire? Ouais. Comment tu les conseillerais? Moi, déjà,
les premières idées, même avant juste la vigilance, c'est vraiment le fait de se dire que, et je le dis assez souvent, mais les gens, des fois, ils pensent que les montres, il faut vraiment énormément d'oseille pour pouvoir acheter des montres mécaniques, des montres vintage, des montres neuves, etc. Mais c'est clairement pas le cas. On le disait tout à l'heure, tu te balades un peu sur des sites spécialisés ou sur eBay, on en reparlera après, mais tu te balades là-dessus avec 100, 200, 300 euros. Allez, on va dire une petite enveloppe de 200, 300 euros. Tu peux déjà commencer à te faire plaisir avec des petits trucs sympas, des petites lips vintage, des petites montres même. Des petits Omega, t'es un peu plus haut, mais tu peux commencer à avoir des trucs très 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 sympas. Tu peux avoir des trucs vraiment cool. Et du coup, donc déjà ne pas se bloquer comme ça et se dire bah ouais, si je kiffe les montres et que j'ai envie d'acheter des montres, pas se bloquer sur le prix. Ça, il y a vraiment il y en a pour tout le monde. En fait, la marche n'est plus haute comme elle a pu être à une époque. Bien sûr. Et les mentalités ont largement changé là-dessus. Tout à fait. Vraiment avoir des trucs très très cool. Quelques centaines d'euros. Donc déjà, c'est ça, commencer par ne pas se mettre de barrière. Et après, quand on commencer d'entrée de jeu dans du vintage, ça, bien évidemment, ça se fait, mais souvent, j'ai quand même remarqué que les gens aiment bien acheter leur première montre méca neuve. En tout cas, enfin moi, de ceux qui me contactent le plus souvent, c'est tiens, je vais m'acheter ma première montre méca. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et surtout, des fois, ils ont des idées en tête. Tiens, je vais prendre une Kaki Field Hamilton, je vais prendre des trucs, tu vois, des trucs. Gros succès pour les premiers Bien achats. Évidemment. C'est un classique. T'es à un prix hyper abordable, t'as un mouvement méca manuel, celui-ci. Et du coup, c'est super et ça tient bien la route. Donc, moi, je vais conseiller des fois de prendre le temps, de chercher, surtout d'acheter un truc qui nous plaît en fait, un truc que tu te vois vraiment porter, pas acheter un truc, il y en a des fois qui veulent l'acheter, mais tu sais si ça va bien se revendre si je la revends après. Si tu commences comme ça, il y en a, mais si tu commences comme ça, c'est pas ouf, gars. Prends un truc que tu as envie de porter, un truc que tu as envie de kiffer, ou quand tu la regardes, et ça m'arrive encore même avec certaines montres, avec la Quascafe, avec même plein d'autres montres, où je la regarde et je me fais ah putain, quand même pas mal. C'est vrai, tu sais, le petit moment, et quand 200 fois par jour, tu regardes. Et quand tu fais ça, même au bout d'encore 2-3 ans et tout, tu te dis, bon, c'est vraiment que c'était. C'est le vrai amour, quoi. C'est pas un coup de cœur, quoi. C'est ça. Et du coup, après, les tips, le best du best, bien évidemment, c'est de voir les montres. Surtout si t'es sur du vintage. Ça, t'es sur du vintage, c'est important de les voir, de toucher, de checker, d'entendre, de coller l'oreille, de remonter, de la passer au poignet, évidemment. De la passer au poignet, de changer la date, de faire tous ces trucs-là pour voir qu'il n'y a pas une petite folie. Après, même si maintenant, il y a beaucoup de sécurité sur certains sites, qu'il y a des photos ultra HD sur lesquelles on peut zoomer comme des fous, et sur lesquelles on peut aller voir des détails, il y a un pet là, il y a un pet. Enfin, on peut tout voir. Faut quand même faire attention. Et après, non, faut aller... Le best du best, la meilleure expérience quand tu vas acheter une montre vintage, c'est d'aller, même si vous habitez pas à Paris, parce qu'à Paris il y a quand même de quoi faire, mais faut se prendre une petite journée, faut venir à Paris et faut aller voir des horlogers qui ont des montres en boutique, qui réparent des montres et qui vendent des montres. Ça c'est intéressant, je voulais en parler, soulever ce point-là. Alors déjà, éviter d'acheter à des particuliers sur Chrono 24. Faut. Et éviter d'acheter sur des petites pièces comme ça si vous démarrez à des marchands qui ne sont pas horlogers, parce que souvent ils disent allez vérifier, tu vois. Ouais, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Par contre, si vous achetez à des gens qui sont horlogers ou rabilleurs, etc., vous êtes sûr que ça a été révisé. Bien sûr, ça change tout. C'est même souvent garanti. Et sur une montre qui coûte 300-400 euros, s'il n'y a pas la révise, vous bouffez une révise à 250 balles minimum. Oui. Donc c'est con, quoi. Bien sûr. C'est le prix de la montre quasiment. Exactement. Vraiment faites attention à ça. Et c'est tellement différent quand vous avez la montre qui est révisée et le mec qui vous la vend, c'est le type qui l'a révisée, quoi. Voilà. C'est le mec qui va t'en parler, c'est le mec qui connaît la montre, c'est le mec qui connaît l'histoire. Et puis il l'a bien réglé. C'est pas sous-traité, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon type. Ouais, moi je sais que je suis très friand de ça et d'aller voir. Il y a plein de petites boutiques à Paris, de petits trucs où tu peux aller te balader. Et partout en France d'ailleurs. Ouais, mais même en France, bien sûr. Je dis à Paris. Il y en a vraiment partout. Tu vas aller c'est vrai qu'il y a une concentration à Paris, tu as raison. Mais aujourd'hui, on a quand même des petites boutiques un peu partout, avec des gars qui ont 10, 20, 30, 50, 100 montres très différentes. Et ça à 100 balles, quoi. Ah mais non, mais c'est ça. C'est une dinguerie. Et après, alors tips ou pas, mais moi, j'ai acheté des pièces, et là il y en a qui vont dire, mais c'est un malade en fait. Non, j'ai déjà utilisé beaucoup Vinted pour chiner des pièces et pour acheter des pièces. Il y a une communauté, il y a des gens qui revendent des montres vintage. C'est sécurisé en plus. C'est sécurisé, faut toujours faire attention. En fait, mais même sur n'importe quel site, je vais te dire, les gens me disent, oui, tu dis machin, tu peux acheter là et là, mais est-ce que c'est sûr, c'est
en fait, c'est jamais sûr. Bien sûr. Bien évidemment, il faut regarder le background du mec. Est-ce qu'il a déjà vendu des montres? Est-ce qu'il a des commentaires? Tu le sais, quoi. Voilà, c'est ça. Mais faut avoir un peu, faut faire attention. Faut toujours faire attention. Mais maintenant, il y a de plus en plus de sécurité. Ils ont même sorti une option où tu peux commencer à faire vérifier les pièces. Alors à voir comment ça se. Je sais pas le niveau de sérieux et l'expertise des gars, quoi. Ouais, voilà, j'aimerais bien les contacter pour avoir vraiment le plus d'infos dessus, mais ils essayent de mettre en place. Ils voient qu'il y a un engouement pour les montres mécaniques, pour les montres vintage, pour les sacs à main, etc. Ouais. Donc il y a besoin derrière de service de vérification. Ça passe par un tiers d'une société qui va vérifier l'authenticité. Exactement. Avant de renvoyer la montre à l'acheteur final. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Ça a un petit biais, mais bon, ça permet de sécuriser. Après, je ne sais pas. Le niveau, je ne sais pas, franchement, le niveau de sérieux. Derrière, en fait, est-ce que ce sont vraiment des experts? Est-ce que c'est vraiment des check? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est le mec qui check les ballerines et les sacs à main qui va checker les montres? Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un peu compliqué. Je me rappellerai toujours, une fois, je vendais une taille, putain, c'est il y a longtemps. Hein. La Brad Pitt, tu sais? Ouais. Le chrono Brad Pitt, tu vois. Oui, je vois un peu le. 20 ans, tu vois. Ouais, ça date. Ouais. Je vends ça et tout, et j'étais à Opéra, et tu sais, t'as Opéra, tu vois, et tout, et un mec, il me dit, on peut vérifier et tout. Je rentre dans la boutique, je dis si vous voulez on va vérifier. Et on rentre dans la boutique, je me demande, je fais est-ce qu'elle est vraie? Puis un vendeur il fait bah oui elle est vraie. Je dis comment vous savez? Bah c'est marqué Tag Heuer dessus. Il dit non putain. Mais t'imagines? Non mais c'est lunaire. Bon, c'était il y a 15 ou quelque chose, donc la prescription maintenant. Non, c'est excellent. Et le mec il me fait c'est marqué dessus non? Oh là là. Je dis en rigolant, j'avais pas besoin de vous pour savoir ça quoi. Ok super, merci champion. Merci, au revoir. Mais voilà, donc des bons tips, c'est bien. Essayez, commencez par du petit, ne soyez pas complètement décomplexé. Oui, tout à fait. Poussez les portes des AD, poussez les portes des vendeurs, posez des questions, envoyez des emails, demandez des photos. N'hésitez pas, les gens sont là pour ça. Ouais. Et il n'y a pas de parcours type quand tu collectionnes les montres, tu vois. Il y a des gars, ils vont collectionner que, par exemple, je sais pas, des Nevada. Il y a des gars qui vont collectionner que des chronos, que des plongeuses. Il y en a qui vont collectionner que des quartz. Il y en a qui veulent aussi, j'en ai beaucoup, qui disent il me faut une plongeuse, une 2 aiguilles, une machin, un chrono. Il y en a qui étalent un peu la gamme et tout. J'ai tendance à faire un petit peu ça dépend. Mais là, par exemple, tu vois, il me manque une belle GMT, tu vois. Donc, des fois, je regarde un peu ce que je peux trouver. Et il n'y a pas de chemin dans le sens où c'est pas une fin en soi. D'avoir une montre à 15 000 euros, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas obligé, il n'y a pas de parcours, c'est pas t'as commencé ça, vas-y, monte plus cher. Pas spécialement. Forcément, ça fait kiffer quand tu peux mettre un peu plus et quand tu peux avoir d'autres pièces, des petites Rolex vintage et tout, il y a des trucs très très sympas. Mais faut pas se dire c'est une obligation, tu vois. Demain, il y en a plein qui kiffent et moi le premier à avoir des montres abordables, des petits trucs sympas. Mais ça a bien changé en ce sens-là. Oui, ça a changé. Avant, c'est vrai que si tu avais certains collectionneurs, si t'avais pas une Rolex, un machin. Oui, voilà, c'est sympa ta collègue, mais bon. C'est gentil, Nevada, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Alors que voilà, c'est fou quoi. Enfin bon, c'était comme ça. Non, mais très cool. Je pense qu'on a fait un bon tour en tout cas. Vraiment, c'était hyper intéressant. Ouais, totalement. Pour clôturer tout ça, j'aimerais bien avoir ton éclairage sur une des dernières choses que tu as apprises. Alors, pas forcément autour des montres, mais plutôt, si tu peux, un enseignement que tu aurais eu récemment. Quelque chose qui t'a fait avancer ou quelque chose qui a un petit peu qui t'a changé. Qui t'a fait évoluer. Pas facile du tout. Ou quelque chose qui a retenu ton attention. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose, en fait, c'est lié aux montres. C'est quelque chose qui a retenu mon attention dans le sens où je me suis dit, j'étais sur Insta, je vois un réel d'un mec et il a eu une idée de génie. Ouais. Et il a eu un truc que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ça reste dans les montres. Arrête, ça me gêne. Excellent. Elle était pile au moment. Non. Est-ce que tu vois Studio Underdog? C'est des montres très colorées, ouais, je vois. Pastèques, etc. Je mettrai le lien. Et en fait, il fait une vidéo hier où il explique, voilà, on est une petite marque, pareil, il a commencé tout seul, pendant le confinement, il a fait un truc qui est assez fou. Vraiment tout seul, il a réussi à atteindre des sommets. Enfin, on en parle sur Dinky, on en parle sur énormément de médias. Ils vendent énormément de montres et ça change de voir des choses comme ça. Carrément. Des montres qui semblent une pastèque. Enfin, c'est fou. Tu vois, personne n'aurait pensé à ça. Et il fait une vidéo où il a la montre pastèque au poignet et il dit voilà, il y a des milestones un peu pour les marques, vendre X montres, avoir une boutique, machin. Et il y a aussi d'autres milestones, machin. Et il dit vous avez même pas fait gaffe et tout, mais il enlève la montre, il la tend à la caméra et c'est une copie. C'est une fucking copie. C'est-à-dire que c'est une copie sur AliExpress. Et il dit, ça par exemple, c'est un milestone pour moi. On m'a copié. Tu vois. C'est trop bien. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a copié et qui revend mes montres sur du coup AliExpress, je sais quel site. Et il dit, et pire que ça, ils ont même sorti une version
qui n'existent même pas. Ils sont trop forts. Qu'ils ont appelé avocado. Avec genre un variante, machin et tout. Incroyable. Ils ont fait une variante de ses propres montres. Et lui, qu'est-ce qu'il dit pas? Le génie. Il dit qu'est-ce qui se passe si moi je copie la copie? Ah bah oui, c'est ça. Et bah, il va se faire attaquer. il est parti, il est dedans. Bien sûr. Ça se trouve, il va le faire. Bien sûr. Et en fait, ça hier, j'étais en mode, mais c'est excellent. C'est vraiment la version du hacking à la française ou à l'américaine, tu sais. Oui. Le hacker français, il va en toile, le hacker américain, il intègre l'équipe. C'est ça. Et du coup, hier, je suis tombé là-dessus. Et ouais, ça m'a un peu. J'étais en mode, c'est vrai que tu vois, tu taffes, il y a des milestones, il y a des trucs comme ça. Et après. Quand t'es copié, c'est quand même bien. Quand tu commences à être copié. Ouais, c'est vrai quelque part, c'est. À la fois, c'est stressant. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Au début de la première action, c'est ça. Ouais, c'est tu dis, c'est n'importe quoi. Finalement, c'est peut-être pas si déconnant, quoi. Et tu dis, bon, c'est pas si déconnant. Et puis bon, après, ça n'a rien à voir. Ouais. La qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Mais dans le genre montre un peu fucked up comme ça. T'avais vu les montres de Andrew McCutcheon, les pizzas avec la pepperoni et tout ça. En fait, c'est Studio Underdog. Ouais, voilà, qui l'a fait. Avec la pizza. Voilà, tu l'as vu celle-là? Excellent. Elle est géniale, hein. Ouais, les deux là, elles sont trop bien. C'est fou. T'as la hawaïenne et la pepperoni. Ouais, non, oui, avec l'ananas et tout. Non, mais, tu vois, je trouve que Studio Underdog, vraiment, il est arrivé comme ça, il a testé des choses et ça a pris, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est vraiment important de pas se fixer de limites, même, on le voit dans la créativité. Demain, il y a carte blanche pour tout le monde. Faut faire des trucs, faut tester des choses, faut lancer des choses. Alors voilà, je suis d'accord avec toi. Je mettrais une limite en fait. Mais après, c'est mon avis. Je suis d'accord, créativité, c'est trop bien. Là où je suis un peu plus réservé, c'est quand tu as des marques qui vendent la version, je sais pas quoi, bordée de diamants à 2 millions d'euros avec un truc complètement. Tu dis, ok, d'accord. Ça, je suis d'accord. Tu comprends le délire? Ça, c'est un peu what the fuck. Enfin, après, ça reste de la créa, mais plus ou moins. En fait, je m'en fous. Mais je me dis, ouais, ok. Enfin, ça. C'est du pimpage, quoi. Ouais. On prend je veux dire qui existe déjà, on va la pimper, elle est plus chère, terminée. Donc effectivement, oui, c'est pas trop se casser la tête. Il y a un fond d'idée qui sent pas bon en fait pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, je suis totalement d'accord. C'est pas du tout le même délire pour moi. Ouais, totalement. Et en plus, ça veut faire passer ça pour on est parti dans un délire spontané, c'est génial et tout. Non, les gars, vous avez foutu des diamants. Vous avez foutu 25 rangées de diamants baguettes pour faire genre, je sais pas quoi. Non, arrêtez. Enfin voilà. Et pour terminer, t'as une recommandation, un livre, une citation, un mantra, quelque chose qui te suit, un album, je sais pas, quelque chose qui lame de fond quelque part, comme je dis toujours. Non, bouquin. Là, Carpe diem. Les mecs, YOLO. non, je plaisante. YOLO Lambo. non, c'est pas facile comme question. Non, la musique me suit vraiment tous les jours. Moi, ça, c'est hyper important. Ouais. Je fais de la guitare, je fais du piano. On est raccord. Ah ouais. Je suis full musique. Ici, on est full musique toute la journée. Moi, je quitte le taf, bim, je mets mes AirPods. Enfin, c'est vraiment, je ne peux pas vivre sans musique. J'écoute étrangement vraiment de tout. Mais ouais, non, la musique, c'est hyper important pour moi. Et même quand je me pose, quand je réfléchis, quand je dessine, quand je crée des trucs, enfin, quand je dessine, attention, je dessine comme une quiche, les gens vont se dire, putain, le mec, il dessine. Non, je dessine comme une quiche, mais quand je pense, quand je réfléchis là aux montres, à la pole et tout, j'aime beaucoup la musique, c'est hyper important pour moi. Donc je pense, ne serait-ce que ça, tu vois, c'est un pilier dans ma life d'écouter énormément de musique. Ma mère m'a beaucoup bercé à ça et tout, à plein de musique, mon padre aussi. Donc c'est hyper important. Et ouais, voilà, non, franchement, après, j'ai pas là comme ça de petites citations, de petits trucs. Non, mais je comprends. Et justement, en musique, ça fait une belle passerelle. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme musique sur la publication qui va et la story qui va annoncer l'épisode? Oui, j'ai une musique. J'ai Silly Love Song de The Wings, je crois. C'était à l'époque premier groupe de McCartney. Ouais. Okay. Et j'ai ça en tête parce que cette musique est excellente. Ouais, je te l'enverrai. Ouais, mais je pense que je pense que je l'entends. Et il y a un moment où tu sais ça commence et là, et au début hop, ça repart et c'est excellent. Ouais. Et c'est une musique que je kiffe. Je sais pas, c'est un truc vraiment très très. Ouais, c'est toi en musique quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis il y a un truc un peu marrant, enfin, je sais pas. On voit qu'on avance, on est dedans, on est dans le move, on est dans le truc. Donc ouais, non, j'adore cette. On mettra ça pour annoncer l'épisode. Charles, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Grand merci à toi. Moi, j'ai vraiment gros plaisir, gros kiff. Non, je pense que ça s'est ressenti. Si vous étiez en train d'écouter ça à côté, imaginez, vous êtes à côté de nous, voilà, exactement. Soit dans votre canapé, soit en train de courir, soit en train de faire la cuisine, soit en train de rouler, soit après, je veux pas savoir. Mais vous étiez à côté, c'est le principal. Merci à toi et à très vite. Ciao, Charles. Merci à toi. On suivra le clic. On mettra les liens. Ouais, totalement. On fait comme ça. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force.
Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. C'est l'esprit qui mène le monde, et non l'intelligence. Antoine de Saint-Exupéry. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!